L'histoire commence dans un village prospère, riche en ressources naturelles et habité par des gens déterminés, travailleurs et passionnés d'aventure. Ce village s'appelle le Labyrinthe et ce nom n'est pas seulement symbolique. En fait, la ville a été construite avec des murs et des structures qui ressemblent physiquement à un véritable labyrinthe, reflétant la complexité de la vie de ses habitants. C'est dans ce scénario que l'on rencontre Nick, un jeune homme à l'esprit de vieil homme ennuyeux, comme aime à le dire son père adoptif. Malgré tout, Nick est un combattant agile et il fait partie d'un groupe d'aventuriers connu sous le nom de Country Battle Art Group. Nick n'a que deux grands objectifs dans la vie. Le premier est simple, se marier et vivre un grand amour avec la princesse avec laquelle il sort. Le deuxième, plus ambitieux, est d'emmener votre groupe d'aventuriers au sommet, en faisant d'eux le numéro 1 de tout le village. Cependant, leurs rêves commencent à s'effondrer, un par un. Les mots d'Argus, son père adoptif et chef du groupe, résonnent dans son esprit. Argus, qui a pris soin de lui depuis qu'il était enfant, dit maintenant que Nick ne fait plus partie des Untold Battle Art. Selon Argus, leurs intérêts ne coïncidant plus et il serait peut-être préférable pour eux de se séparer. Alors qu'il fait face à cette douleur, Nick se souvient d'un autre moment encore plus amer, la rupture avec la princesse qu'il aimait tant. Elle le regarde dans les yeux et lui dit qu'elle n'est plus intéressée, que peut-être serait-il préférable qu'ils arrêtent tout de suite. Il reste assis à la table où elle lui a annoncé la nouvelle, même après son départ, réfléchissant en silence. Une fois de plus, il se sent trahi et abandonné par quelqu'un qu'il aimait. Peut-être qu'à ce stade, vous imaginez que l'histoire de Nick va prendre une tournure inspirante, pleine de dépassement de soi. Mais ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Aujourd'hui, Nick est plongé dans une nouvelle forme de passion, il est devenu un fervent fan d'idole. Au milieu d'un concert bondé, il crie le nom de sa préférée, Agathe, alors qu'elle se produit sur scène avec son équipe. Les yeux de Nick restent fixés sur elle, comme si ce moment était la seule chose qui avait encore du sens. Agathe demande au public quelle chanson il devrait chanter ensuite, et les fans demandent le plus grand succès du groupe, A Cansao da Santa, une puissante chanson d'encouragement. Au milieu de la foule, Nick replonge dans ses souvenirs. Il se retrouve à nouveau au bord de la piscine, seul, après avoir été expulsé du groupe. Il se demandait, pourquoi Argus lui aurait-il fait ça? Après tout, cet homme était son père adoptif, quelqu'un qu'il avait accueilli et élevé comme un fils. Nick se souvient de la dernière conversation qu'il a eue avec lui, après une discussion interne au sein du groupe. Il avait demandé s'il devait accepter que Garazo, un autre membre de l'équipe, utilise l'argent du groupe pour payer une femme. Mais Argus ne voulait pas parler de Garazo. Il a été direct, la conversation portait sur Nick. Argus a dit que Nick avait grandi, qu'il n'était plus un garçon, mais quelqu'un capable de prendre des décisions par lui-même. Il a dit que, pour cette raison même, leurs chemins ne se croisaient plus. Il a conclu que Nick devait trouver un endroit où il s'intégrerait vraiment et qu'il était temps de quitter le groupe. Après cette conversation difficile, Nick se retrouve seul dans la pièce. Il reste immobile, perdu dans ses pensées, tandis que la pluie tombe dehors. Au milieu de sa tristesse, une jeune femme s'approche, tenant un parapluie. Elle remarque qu'il est mouillé et lui demande s'il a besoin d'aide. Nick lui jette un rapide coup d'œil et détourne le visage, sans y prêter attention. La fille est irritée par son indifférence, comme si elle était un animal errant qu'il ignorait. Essayant d'attirer son attention, elle s'approche et lui tend une brochure. Elle dit qu'elle est une idole débutante et que l'une de ses missions est de répandre l'amour parmi les gens. Alors tu ne peux pas le laisser seul comme ça. Elle l'invite à un spectacle qui aura lieu le lendemain, dans la salle publique près de la porte sud. Nick répond qu'il n'est pas intéressé, mais malgré cela, elle insiste et part. Le lendemain, Nick décide d'aller au spectacle. Au cours de la représentation, il devient ému lorsqu'il voit l'idole principale sur scène, une jeune fille aux cheveux bleus nommée Agathe. À son retour chez lui, il emporte avec lui quelques brochures du groupe. Sa chambre est désormais remplie d'affiches et de photos d'Agathe et de son équipe. Allongé dans son lit, Nick sent qu'il est temps de recommencer. Il décide de se rendre au point de rencontre des aventuriers pour tenter de trouver un nouveau groupe. Cette même nuit, il se rend sur place. Devant la guilde, il prend son courage à deux mains et entre, déterminé à trouver une nouvelle équipe, un nouveau travail, principalement pour pouvoir soutenir sa nouvelle passion pour les idoles. Il entre confiant et motivé, mais son enthousiasme s'estompe vite. Tout de suite, vous voyez un autre aventurier observer un Myril avec des missions. Il tente d'engager la conversation, mais le souvenir des paroles d'Argus le fait hésiter. Lorsque l'homme se tourne pour lui parler, Nick fait comme s'il s'entraînait simplement. Il décide que peut-être s'il démontre ses compétences d'aventurier chevronné, quelqu'un lui demandera de rejoindre une équipe. Mais tout cela semble n'être qu'un souhait lointain. Nick a du mal à faire à nouveau confiance aux gens, après ce qu'il a vécu avec Argus. Je ne peux pas m'approcher d'un groupe. À la fin de la nuit, il quitte la guilde seul, incapable de rejoindre qui que ce soit. Pensif, il se rend dans une taverne d'aventuriers pour boire un verre. Sur place, on entend les rires et les toasts de plusieurs équipes en fête. Mais la coupe qui est devant lui semble plus amère qu'elle ne devrait l'être. Alors qu'il réfléchit, assis seul, une femme s'approche. Elle a les cheveux longs, une posture noble et l'air d'une sorcière. Peu de temps après, un homme et un elfe rejoignent également la table. Nick regarde un autre homme s'approcher de la noble dame et l'invite à une mission,
mais elle l'ignore. Nick remarque un bijou dans ses cheveux, une pièce antique qui a certainement beaucoup de valeur. D'après sa tenue et son comportement, il en déduit qu'elle est une magicienne. Remarquez également l'homme à côté de lui, il ressemble à un prêtre, mais il est ivre. Nick se rend compte que l'homme a probablement déjà bu, car il sent le cosmétique, comme s'il venait de sortir d'une boîte de nuit. Il soupçonne qu'il est un guérisseur sans groupe et remarque que le collier avec le symbole de la prêtrise a disparu. Il conclut alors qu'il est un prêtre excommunié. En regardant l'elfe, il se rend compte qu'elle appartient à la race des dragons et que, par son allure et ses poings, elle ressemble à une vétérane de combat, mais elle est aussi seule. Après avoir fait toutes ces observations en silence, Nick lève son verre et porte un toast. Il dit qu'il laisse tout derrière lui, son ancienne équipe, son ancienne vie et même l'amour. Il décide de porter un toast à tout ce qu'il a perdu et prend son verre en claquant le verre sur la table. Par coïncidence, les autres personnes à la table trinquent également en même temps, disant qu'elles ne feront plus jamais confiance aux humains. La noble dame, nommée Tiana, se souvient de sa propre histoire. Elle vient d'une famille riche, la maison d'Elnafel. Il a pratiqué la magie avec discipline et fierté. Ses maîtres furent impressionnés par son talent, surtout lorsqu'ils la virent invoquer la foudre avec perfection. Après l'une de ces séances d'entraînement, Tiana marche pensivement et réfléchit que, pour elle, la magie n'est pas seulement un pouvoir, c'est une façon de comprendre l'humanité. Apprendre la magie, pour elle, c'est apprendre à connaître les gens. Elle entre dans un restaurant et demande Alex, son fiancé. En le rencontrant, elle lui parle avec enthousiasme de sa dernière conquête. Mais Alex répond froidement, disant à la femme à côté de lui que, c'est juste sa personnalité. Lorsque Tiana demande qui est cette femme, il dit que c'est l'aînée, de la maison d'Elcop. Alex continue de dire que Tiana agit toujours comme si elle était supérieure. Elle se plaint que, même si elle ne le mérite pas, elle est toujours félicitée par ses professeurs, ce qui a amené ses propres parents à cesser de l'apprécier, le comparant à elle. Il lui demande alors qui elle voit vraiment lorsqu'elle se regarde dans le miroir et quitte le restaurant avec l'aîné. Blessée et déçue, Tiana rassemble ses livres et jure de retrouver son père avant de quitter la ville. Il se rend au village de Labyrinthe dans l'espoir de trouver du travail, mais n'y parvient pas dans les 3 premiers magasins où il tente de trouver un emploi. Découragée, elle voit une affiche sur une race de dragons terrestres. Il décide de parier et, à sa grande surprise, il gagne. Mais nous savons comment fonctionne le jeu, il est addictif. Tiana devient accro au jeu et dépense tout son argent, au point de ne plus pouvoir payer le loyer. Sans issue, elle décide de devenir une aventurière. Mais chaque fois qu'il tente de rejoindre un groupe, les membres s'enfuient à la vue de son visage, comme s'il y avait quelque chose dans sa réputation qui les effrayait. Après avoir terminé son histoire, le prêtre, nommé Père Zem, commence à raconter sa propre histoire. Il vient d'un temple de la ville de Medlar, dédié au dieu de la révélation, un lieu connu pour avoir des solutions à tous les problèmes de la vie. Là, une jeune fille nommée Myril l'aidait à récolter une herbe appelée Rami. Chaque fois qu'il apportait la plante, elle s'asseyait sur ses genoux et recevait une pièce en guise de paiement. Mais un jour, elle a mis du temps à revenir. Quand il est arrivé, il lui a demandé pourquoi, mais elle lui a pris la main et lui a avoué qu'elle était amoureuse. Zem fut surpris et lui dit qu'il n'était qu'un enfant et qu'en tant que prêtre, il avait fait vœu de chasteté. Il lui a demandé de prendre soin d'elle. Myril lâcha sa main, prit sa pièce et l'accusa plus tard à tort d'un crime terrible, ruinant ainsi sa réputation. Le lendemain, alors que Zem administrait des médicaments à ses patients, il a reçu des visiteurs inattendus, parmi lesquels Myril. Surpris, il demande ce qui s'est passé. Les hommes à côté d'elle expliquent qu'elle a gardé la pièce qu'il lui avait donnée tout le temps. Myril dit qu'elle lui a fait confiance, puis lui renvoie les pièces. Peu de temps après, Zem est arrêté et reste incarcéré pendant 3 mois. À sa libération, il est banni de la ville. Plus tard, il entre dans un restaurant et remarque que la serveuse a du mal à se déplacer. Zem, gentiment, te guérit. En guise de remerciement, elle lui offre un cadeau. Le lendemain, elle le rencontre à nouveau et lui dit qu'il n'est pas un pêcheur. Il vous conseille d'aller au labyrinthe et de devenir un aventurier. Pendant ce temps, une autre fille, également marquée par la déception, partage que quelqu'un en qui elle avait confiance lui a volé quelque chose d'important. Tout le monde finit par boire ensemble ce soir-là. Le lendemain matin, Nick se réveille et se rend compte qu'il est dans la même pièce que tous. Déconcerté, il leur demande de quitter sa maison. Mais Tiana répond rapidement, cette maison lui appartient en réalité. Et si quelqu'un doit partir, c'est bien eux. Alors que les autres commencent à se lever pour partir, Nick les rappelle. Il propose qu'au lieu que chacun retourne à ses anciennes addictions et traumatismes, ils restent ensemble et forment une équipe. Après tout, ils ont tous quelque chose en commun, la difficulté de faire confiance aux autres. Le narrateur nous dit que, dans le futur, cette équipe sera chargée de sauver le monde. Et cela vaut la peine de regarder le prochain épisode pour voir comment cette histoire se déroule. Le nouvel épisode commence avec Nick et son groupe, qui s'appelle désormais les maîtres de guerre, qui entre dans la guilde des aventuriers et exige du travail. La réceptionniste, un peu timide, est visiblement nerveuse. C'est alors qu'une dame âgée est apparue et leur a demandé de ne pas effrayer la jolie réceptionniste. Elle reconnaît immédiatement Nick, se souvenant de lui comme l'un des aventuriers expérimentés des Lintold Battlear. Nick, malgré son calme, se sent satisfait de cette reconnaissance. La dame fait encore des éloges, mais cette fois,
Elle félicite également le groupe dans son ensemble. Elle mentionne Miss Survivor, laissant le groupe intrigué. Nick ne comprend pas de quoi elle parle, mais il se rend vite compte que la dame parle de Curran, son compagnon, qui est miraculeusement revenu seul d'un labyrinthe de classe C. Même Curran ne semble pas conscient de la renommée qu'il a acquise, et tout le monde se demande ce qui pourrait se cacher derrière son sourire serein. Avant de donner la mission au groupe, la dame demande quel est le nom de l'équipe. Nick, pensif, murmure « des survivants ». Ses compagnons le regardent, confus. Il explique ensuite « les survivants sont ceux qui reviennent toujours vivants. Ce sera notre nom ». Cette fois, tout le monde hoche la tête d'un air ferme. La dame demande à nouveau quel est le nom du groupe, et les 4 répondent à l'unisson, avec conviction, « survivants ». Avant de se lancer dans leur mission, Nick rassemble tout le monde et établit 3 règles de base, les lois des survivants. La première est qu'ils n'interféreront pas dans la vie des autres. La deuxième loi est qu'ils prendront bien soin de leur argent. Et la dernière loi était qu'ils reviendraient vivants à tout prix. En tant que leader, Nick répartit les rôles, il sera en charge des finances, Tiana vérifiera les valeurs et gardera tout en ordre, Curran sera en charge du coffre-fort et Zem gardera la clé. Pendant le discours, Zem l'interrompt en disant que Nick ne fait que déléguer les tâches difficiles aux autres et prend le bon côté. Nick défie les autres de justifier cette accusation. Tiana répond de manière pratique, en disant que Nick sera celui qui aura le moins accès à l'argent, selon les rôles qu'il a lui-même établis. Le groupe discute brièvement, mais Nick conclut avec une leçon qu'il a apprise de son ancienne équipe, la confiance n'est pas l'absence de doute, mais le choix de continuer même sans garantie. Le groupe part pour sa première mission. La lumière du jour éclaire le chemin et les 4 continuent avec espoir, mais ils savent qu'en pratique, tout est plus difficile qu'il n'y paraît. Nick partage le plan, ils chasseront des monstres appelés Flore, extrairont les noyaux et partageront les bénéfices équitablement. Dès qu'ils font leur premier pas dans le labyrinthe, ils rencontrent leur première cible, un adorable Slim qui mâche de l'herbe. La mission commence facilement. Nick élimine le Slim, en retire le noyau, qui sert de monnaie, et le garde. L'équipe continue avec enthousiasme, en parlant et en riant, en collectant plus de noyaux en cours de route. Nick regarde avec optimisme, nourrissant l'espoir pour l'avenir du groupe. Au fur et à mesure de leur progression, ils sont confrontés à davantage de Slim. Mais il y a un dilemme, laisser les créatures en vie peut sembler plus gentil, cependant, si elles ne sont pas éliminées, elles se multiplient et le labyrinthe devient encore plus dangereux. C'est la loi de la survie. Cruelle, oui, mais réelle. S'il n'y a aucun moyen de coexister, la seule façon de survivre est de se battre. Au cours du voyage, Tiana commence à se distraire en racontant ses victoires contre les gobelins et autres monstres. Soudain, un Slim plus gros tire un projectile glissant, presque comme une peau de banane, et elle tombe au sol. Nick l'avertit que les gros Slims peuvent lancer des projectiles inattendus, et que cela ne serait pas arrivé si elle avait fait attention. Pour compenser son échec, Tiana décide de contre-attaquer avec sa technique de danse sur glace mais, désorientée, elle lance le sort dans la mauvaise direction. L'attaque finit involontairement par se diriger vers Curran. Heureusement, Curran réussit à bloquer l'attaque avec son épée, mais quelque chose de plus grave se produisit à ce moment-là, sa confiance fut ébranlée. Se sentant trahie, elle devint furieuse. Il a ignoré les excuses de Tiana et l'a averti que si elle continuait comme ça, elle pourrait être celle qui provoquerait un désastre à l'avenir. Tiana fut choquée par la réaction et la tension monta entre les deux. Malgré tout, le groupe a continué sa mission, avec désormais 2 membres animés d'un ressentiment mutuel. Bientôt, l'équipe atteignit le plus haut étage du labyrinthe. Là, ils trouvèrent le plus gros Slim qu'ils aient jamais vu, le chef de la région des marais souterrains. Tiana, toujours affectée émotionnellement, décide d'agir seule. Ignorant le plan du groupe, elle attaque impulsivement le gros Slim avec une lance de glace aux proportions dévastatrices. L'ennemi est vaincu en un seul coup. Cependant, avec la destruction, le corps du Slim explose et ses restes collants sont projetés sur tout le groupe, les recouvrant de la tête aux pieds. Après la bataille, le groupe quitte le labyrinthe et se baigne dans un ruisseau voisin, essayant de se débarrasser de la boue. Pendant ce temps, Curran continue de penser à l'imprudence qui a failli lui coûter la vie. Nick explique ensuite que les gros Slims ont tendance à réagir de manière incontrôlable lorsqu'ils sont touchés par une magie puissante. Après avoir fait le ménage, il rassemble l'équipe pour tenter de rétablir la confiance entre Tiana et Curran. Pour ce faire, Nick décide d'être le premier à s'ouvrir. Révélez vos faiblesses, montrez tout votre équipement et expliquez à vos coéquipiers de quoi vous êtes capable et de quoi vous n'êtes pas capable. Selon lui, la méfiance entre eux existe parce qu'ils ne se connaissent pas encore suffisamment. En connaissant les forces et les limites de chacun, la confiance peut s'épanouir. Nick ne s'attend pas à ce que tout le monde expose ses faiblesses. Son objectif est simple, il veut qu'ils restent unis, loyaux et solidaires en tant qu'équipe. Zem, le prêtre, décide lui aussi de s'ouvrir. Il admet qu'il est extrêmement vulnérable aux attaques physiques et à la magie élémentaire, et qu'il survivrait difficilement au combat seul. Cependant, son importance en tant que guérisseur au sein de l'équipe est indéniable, et sa loyauté envers la guérison et le groupe, encore plus. Tandis que Zem parlait, Tiana s'approcha de Curran, s'inclina en signe de repentance et partagea ses propres limites. Elle dit qu'elle est une magicienne spécialisée dans la magie de l'eau et du vent, avec une certaine compétence en magie combinée,
comme la foudre. Bien qu'il puisse utiliser la magie du feu et de la terre, sa maîtrise sur elles est faible. Reconnaissez votre erreur et excusez-vous. Il avoue également qu'il est particulièrement vulnérable aux attaques de feu, de terre et à courte portée. Curant écoute en silence, retourne à la bûche où elle était assise et s'installe, visiblement refroidie par l'environnement humide. En réponse, elle utilise sa magie du feu pour allumer un petit feu et réchauffer son ami. Grâce à ce geste, la confiance entre les deux est rétablie et l'équipe fonctionne à nouveau comme une seule et même équipe. À midi, le groupe se lève et se dirige vers sa prochaine destination, la forêt des gobelins. Une région densément peuplée de ces créatures, qui sont faibles individuellement mais deviennent dangereuses en groupe. Juste au moment où Nick expliquait cela, Zem a été attaqué par un gobelin. Nick réagit à temps et l'élimine avec son épée. Combattre des monstres ressemblant à des humains est encore plus intense que combattre des slims. Mais ce qui est nécessaire doit être fait, sans regret. Peu de temps après avoir vaincu le premier gobelin, les autres apparaissent pour venger leurs compagnons. Les survivants, unis, affrontent le groupe et le vainquent avec facilité. Tiana utilise sa magie pour localiser la source de la horde de gobelins et découvre la plus grande concentration. Le reste du groupe est étonné de la précision de sa magie de recherche et l'admire pour son efficacité pratique. Mais c'est à partir de ce moment que le véritable défi commence. Tiana détecte une présence plus puissante parmi les gobelins, quelque chose qui n'est pas un gobelin ordinaire. Zem demande si quelqu'un sait ce que pourrait être cette créature. Quoi qu'il en soit, cela représente un danger bien plus grand que n'importe quel ennemi rencontré jusqu'à présent. Nick se risque à une supposition, il pourrait s'agir d'un ogre, une évolution d'un gobelin, beaucoup plus fort. Même pour quelqu'un d'aussi compétent que Nick, le combat serait difficile. Une seule erreur pourrait être fatale. Pire encore, le groupe manque encore d'expérience en matière de combat collectif, ce qui augmente le risque. La retraite n'est pas une option. Si vous abandonnez la quête, les gobelins peuvent rejoindre d'autres hordes, devenant encore plus difficile à affronter et il pourrait également menacer les villages voisins. De plus, éliminer ce monstre représentait une opportunité financière, et le groupe ne pouvait pas se permettre de la gaspiller. Avec tout cela en tête, le groupe se réunit pour définir sa stratégie. Étant donné que l'ogre possède une grande résistance à la magie, le rôle de Tiana, en tant qu'utilisatrice de magie à longue portée, sera celui de la distraction. Zem utilisera ses sorts de soutien et de guérison. Nick et Curant, en tant qu'avant-garde, auront pour tâche d'éliminer l'ennemi et de récupérer son noyau. Leur destin étant en jeu, la bataille commence. L'ogre apparaît, énorme, fort et prêt à se battre. Zem lance des sorts de soutien sur Curant et Nick, les renforçant. Tiana, quant à elle, élimine les gobelins périphériques avec sa magie. Nick et Curant avancent ensemble contre le géant. Même après avoir éliminé des dizaines de gobelins, ils continuent d'apparaître. C'est une lutte sans fin. Auparavant, le groupe hésitait à se faire pleinement confiance. Mais maintenant, il savait que tout échec rendrait un compagnon vulnérable et en danger de mort. Ce combat n'était pas une simple mission. C'était une véritable bataille entre la vie et la mort. Pour gagner, il devait suivre les 3 lois de la survie, ne pas interférer avec les loisirs des autres, prendre soin des ressources du groupe et, surtout, revenir en vie. Curant s'avance, laissant son dos sans protection, confiante que quelqu'un dans le groupe la protégerait. Tout en répétant mentalement qu'il doit faire confiance, il canalise la magie du feu dans son épée et délivre un coup précis qui déchire la peau dure de l'ogre d'un seul coup. Cette victoire n'a été possible que grâce à l'unité. Sans aucun d'entre eux, le résultat aurait pu être tragique. Mais ce jour-là, la confiance a prévalu, et les survivants ont gagné grâce à leur travail d'équipe. Après avoir remporté la bataille, Nick s'approche des corps des gobelins et commence à collecter leur noyau magique. Il propose à Tiana de l'aider dans cette tâche, mais elle décline, préférant rester loin de ce qu'elle considère comme le passe-temps particulier de Nick. Pendant que Nick collectionne, Curant est perdu dans ses pensées sur le passé. Rappelez-vous que, lorsque vous étiez enfant, on vous a dit que vous n'aviez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit, et c'est pourquoi on ne vous a jamais enseigné comme tout le monde. Alors que Nick tente de séparer le noyau de l'ogre abattu, il pousse trop fort et finit par tomber sur Curant. À ce moment-là, on entendit le bruit de quelque chose qui se brisait, l'ornement qu'elle portait près de ses yeux s'était brisé. Peut-être, symboliquement, cela représentait-il plus qu'un simple accessoire cassé. Cela pourrait être la fin d'un cycle sombre qu'elle portait en elle, et le début d'un nouveau chemin aux côtés de personnes en qui elle commence à avoir confiance, des personnes qu'elle peut désormais appeler des amis. Les membres de la lignée draconique, comme Curant, sont connus pour leur fierté et une mission ancienne, accompagner les humains destinés à devenir des héros et les aider à sauver le monde. Curant, fille de ce clan, se demande si la vie qu'elle mène est vraiment réelle. Perdue dans ses réflexions, elle se promène dans la ville du labyrinthe. Dans cet endroit, quiconque n'est pas intelligent finit par être trompé. Marchant sans but, elle tente de se souvenir des grandes actions de sa lignée, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur une petite boutique de pendentifs. Les objets brillent, et même sans intention, Curant est enchanté. Il s'approche juste pour observer, sans vouloir toucher quoi que ce soit. Le propriétaire du magasin l'encourage à s'approcher. Curant, suivant le conseil, ramasse le pendentif qui a le plus attiré son attention. Ravie, elle demande le prix. Le montant est élevé, 20 000 dinars. N'ayant pas l'argent,
elle le lui rend avec précaution et se retourne pour partir. C'est alors que le marchand la rappelle, en colère. Il l'accuse d'avoir endommagé le pendentif avec ses griffes de dragon. Elle montre une petite marque sur l'objet et insiste sur le fait qu'elle en est responsable. Curant tente de se défendre, affirmant qu'il n'a causé aucune égratignure. La vendeuse ne cède pas. Elle prétend qu'elle doit payer la moitié de la valeur totale, soit 10 000 dinars, pour la pièce prétendument rayée. Ne sachant pas comment agir, Curant est paralysé par la situation. À ce moment-là, Kallio apparaît. Il lui rappelle qu'il l'avait déjà prévenu de ne pas faire de course seul. Il s'adresse au vendeur, qui continue d'accuser Curant. Kallio prend alors le pendentif et suggère à Curant d'essayer de le rayer à nouveau. Le vendeur proteste, affirmant que le pendentif lui appartient toujours. Même s'il est réticent, Curant gratte l'objet. Les dégâts sont désormais évidents, la pièce est irrémédiablement détruite, contrairement à la marque à peine perceptible relevée précédemment. Kallio demande si Curant pourrait faire une marque plus petite, mais elle explique que ses griffes ne grattent pas si légèrement. Kallio confronte le vendeur et révèle le véritable pendentif original caché derrière son cou. Il était clair que le marchand avait échangé les articles pour la tromper. Kallio menace de le dénoncer, mais propose une solution, il exige son argent et le vrai pendentif. Le vendeur, sous la pression, renvoie les deux. Kallio remet ensuite le pendentif à Curant, lui demandant si elle le veut vraiment. Après confirmation, elle reçoit le cadeau et les deux continuent leur voyage. Alors qu'ils marchent, Curant se répète l'ancien devoir de s'aligner, trouver l'humain qui deviendra un héros et l'aider à sauver le monde. Elle en vient à croire que Kallio pourrait être cette personne. Après ce qu'il a fait pour elle, sa confiance en lui ne fait que grandir. De retour dans sa chambre, Curant réfléchit à sa mission et se prépare pour la prochaine aventure. Elle fait ses valises et tient tous les sacs lorsque Kallio apparaît, l'appelant pour partir. Il dit qu'elle n'a pas besoin de tout prendre, car personne dans le groupe ne volerait ses affaires. Elle réaffirme qu'ils reviendront le soir même et qu'elle peut leur faire confiance. Heureux d'être de retour en action, Curant pense que ce sera leur première mission d'équipe depuis la fin de la guerre. Elle se sent reconnaissante d'avoir trouvé un groupe aussi accueillant dès sa première tentative. Il croit aux paroles de Kallio, se lève et suit les autres vers l'aventure. Lorsqu'ils arrivent au labyrinthe, il lui demande de tuer le premier animal qu'il trouve. Curant frappe avec précision et élimine la créature dès le premier coup. Le reste de l'équipe est responsable de l'emballage de la carcasse pour le transport. Curant propose de l'aider, mais il rit en disant qu'elle a déjà fait son travail. Kallio explique que, dans un groupe, chacun doit se concentrer sur ce qu'il fait le mieux. Vous n'avez pas à porter tout le poids vous-même. Curant accepte le conseil et réaffirme sa confiance dans le groupe. Il veille à ce qu'une véritable équipe n'abandonne jamais ses membres. Unis, il quitte cette section du labyrinthe et passe au défi suivant, affronter le serpent à peau, une créature sournoise et dangereuse qui se cache à l'intérieur des peaux. Kallio explique que même cachée, elle est invulnérable, même à la magie. S'il est forcé de sortir, il attaquera avec fureur. Ce sera le rôle de Curant. La mission de Curant était simple mais risquée, attirer le serpent de peau hors de sa cachette. En conséquence, elle serait la cible de la première attaque. L'équipe lui a assuré qu'elle resterait près d'elle, prête à l'empêcher de se blesser. Tout ce qu'elle avait à faire était de faire confiance et de faire de son mieux en tant que membre du groupe. Lorsqu'ils atteignirent la créature, elle était bien cachée à l'intérieur du vase. Curant s'est approché et a frappé le récipient, faisant émerger le serpent dans un mouvement rapide. Le serpent a lancé une série d'attaques, tout habilement déviées par Curant, qui a essayé de riposter, mais sans succès. Le serpent s'enveloppa alors d'une sorte d'aura verte, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Confuse, elle demanda à Kallio ce que cela signifiait. Il a juste dit que la créature essayait de l'intimider et qu'elle ne devait pas la laisser l'atteindre. Malgré cela, Curant continua à se battre, mais fut bientôt vaincue. Se sentant faible, elle appela Kallio, mais il n'était pas là. Seule, elle s'est effondrée sur le sol. Peu de temps après, Kallio et ses compagnons réapparurent. Ils ont ri de la situation et ont révélé que le serpent empoisonne celui qui s'approche de lui en premier, et qu'en attendant que le venin s'affaiblisse, ils ont pu le vaincre facilement. Ils ont ignoré les appels à l'aide de Curant et l'ont laissé derrière eux. Curant, désormais affaiblie, a lutté pour sortir de l'endroit toute seule. Elle se souvint de l'importance de récupérer le joyau du dragon, qui devait être avec elle à tout moment et grandir au fil de son voyage. Lorsqu'elle arriva enfin à l'auberge, l'aubergiste l'a reconnue comme la compagne de Kallio et lui dit qu'il lui avait informé qu'elle était morte dans la forêt. Elle a demandé ses affaires, mais on lui a répondu que Kallio les avait prises, en disant qu'il les rendrait à sa famille. Curant partit en larmes, se souvenant des paroles de Kallio, des paroles qui demandaient sa confiance. Dans un geste impulsif, il essaya de jeter le pendentif qui symbolisait cette confiance, mais il n'y parvint pas. Au lieu de cela, il le tenait fermement et le pressait contre le sol. Le lendemain matin, il rassembla ses forces et commença à chercher Kallio dans la ville. Il se promenait partout, demandant à tous ceux qu'il rencontrait s'ils connaissaient quelqu'un portant ce nom, mais personne ne semblait le savoir. Elle a continué à marcher jusqu'à ce que la faim la rattrape. Il regarda le peu d'argent qu'il avait dans son sac à main et réfléchit à ce qu'il devait faire. Elle s'arrêta devant un restaurant, encore indécise,
lorsqu'elle vit un homme passer devant elle. Il y avait quelque chose de familier chez lui. Alors qu'il essayait de se rappeler d'où il le connaissait, il entendit d'autres personnes mentionner qu'il s'agissait de numéro 5, un aventurier solitaire connu pour avoir exploré le labyrinthe seul et pour son goût pour la bonne nourriture. Curant le suivit au restaurant, commanda le même plat et apprécia le repas. Il suivit l'homme dans plusieurs autres établissements, mangeant toujours la même chose que lui. Dans le dernier restaurant, un homme a accidentellement heurté l'épée du numéro 5, le faisant presque tomber. Curant a utilisé sa queue pour la maintenir en l'air. L'homme le remercia, disant que l'arme était très importante pour lui, et se prépara bientôt à partir. Curant a essayé de le remercier, mais il n'a pas écouté. Il a juste dit que la nourriture de cet endroit lui avait fait oublier même sa propre épée. À ce moment-là, Curant ressentit de la gratitude. La présence de cet homme l'avait aidé à oublier sa douleur, même si ce n'était que pour un instant. Il a décidé de continuer à manger de la bonne nourriture, et pour ce faire, il avait besoin d'argent. Il a donc décidé de trouver un nouvel emploi. Pendant ce temps, Nick réfléchissait à ce qui s'était passé. Il se sentit coupable d'avoir cassé le pendentif de Curant et se rendit sur plusieurs marchés pour essayer d'en trouver un semblable. Cela n'a pas réussi. C'est alors qu'Aya est apparue et l'a trouvé. Il lui expliqua ce qu'il cherchait et elle lui suggéra d'aller voir Curant et de lui demander où elle avait acheté l'original. Nick a refusé, disant qu'il pensait que Curant était toujours blessé. Aya l'a qualifié de fier, disant que le problème était son ego. Il a expliqué qu'avoir de la fierté n'était pas une mauvaise chose, à condition de la canaliser de la bonne manière. Et la bonne façon, à ce moment-là, était de s'excuser. Nick a décidé d'aller voir Curant, qui achetait de la nourriture. Elle lui a offert une partie du repas, qui était extrêmement chaud. En mangeant, Nick s'est brûlé et Curant a ri légèrement. À ce moment-là, il réalisa à quel point elle était calme de nature. Après, ils ont parlé. Curant a déclaré qu'il était d'accord avec tout ce qui s'était passé. J'étais content de la façon dont les choses s'étaient déroulées, bien mieux qu'avant. Plus tard, tout le monde s'est réuni dans un bar, réfléchissant à l'aventure ratée. D'autres aventuriers se moquaient d'eux. Mais ensuite, ils furent appelés par une femme mystérieuse. Elle les a emmenés parler en privé et a révélé qu'elle avait besoin d'aide pour chasser quelque chose dans le soi-disant labyrinthe des liens. Au début, tout le monde pensait que c'était une blague. Nick lui a demandé ce qu'elle voulait exactement, et elle a répondu, elle cherchait l'épée sacrée, l'épée des liens. Le groupe n'avait pas encore décidé s'il accepterait la mission, mais il savait que tout choix changerait leur vie à partir de ce moment-là. La guilde a finalement décidé de les embaucher officiellement pour rechercher l'épée légendaire. Nick est entré dans les négociations avec prudence. Il leur a assuré qu'il recevrait un paiement pour chaque raid, même s'il ne trouvait pas l'épée. Il a également demandé une carte détaillée, une liste des monstres de la zone, les régions déjà explorées, des informations sur l'épée et une valeur minimale garantie, même si l'épée était endommagée. Le contrat étant conclu, ils commencèrent à explorer le nouveau labyrinthe. Ils rencontrèrent des créatures semblables à de la pierre, que Curant élimina facilement avec son souffle de feu. L'épée qu'ils recherchaient avait une caractéristique unique. Elle amplifiait le pouvoir d'un groupe en fonction des liens entre ses membres. Pour Nick, cela semblait ironique, mais les autres pensaient que c'était parfait. Après tout, ils apprenaient à se faire confiance. Nick rit à l'idée, mais il ne pouvait pas oublier le pendentif qu'il avait cassé. Alors qu'il parcourait les couloirs, le groupe commença à remarquer qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cet endroit. Ils ont traversé des passages méticuleusement construits, où tout était uniformément espacé. Les lumières derrière eux s'éteignirent, tandis que celles devant s'allumèrent alors qu'ils avançaient. Tiana a remarqué que même les monstres semblaient artificiels. Le groupe a également commencé à vérifier les murs à la recherche de passages secrets. En silence, une caméra de sécurité les observait, et une voix âgée se demandait si ces nouveaux aventuriers atteindraient leur cachette. Suivant la carte fournie par la guilde, les survivants descendirent un escalier qui les mena à l'étage B12. Nick remarqua un couloir latéral qui se terminait dans une impasse, éclairé uniquement par une lampe. Zem a vérifié la carte et a confirmé qu'il y avait des ruelles comme celle-là, mais tous les feux indiqués étaient rouges. Celui-là était vert. Même avec l'hésitation des autres, Nick a insisté pour enquêter. Il a rappelé à tous que sa mission était d'explorer en profondeur. De plus, il prétendait sentir l'argent. En arrivant au bout du couloir, le mur à côté bougea soudainement, révélant un passage secret. Les autres furent surpris, selon les archives, il n'aurait dû y avoir qu'un mur solide à cet endroit. Pendant ce temps, une autre caméra de sécurité surveillait les aventuriers. La même voix âgée qui les avait surveillés auparavant murmurait que c'était là que les vrais problèmes commenceraient. Les survivants ont traversé le passage secret et sont arrivés dans une pièce sombre et spacieuse bordée de vitrines en verre. Ils se demandaient si l'épée sacrée pouvait se trouver parmi toutes ces boîtes. Cependant, c'est Nick qui remarqua au loin une vitrine particulière, faiblement éclairée par une lueur rouge. Confiant, il se dirigea vers le piédestal, croyant que c'était ce qu'il cherchait. Zem et Curant le suivirent, mais Tiana, toujours méfiante, les interrompit. Elle lança un sort de détection magique et scruta les environs. Il n'a trouvé aucun signal magique dans un rayon d'1 kilomètre. Ne sachant pas si cela indiquait une sécurité ou un blocage délibéré, il a partagé son doute avec les autres. Nick a simplement répondu que dans ce cas,
ils devaient découvrir qui interférait et informer la guilde. Ils continuèrent à s'approcher de la vitrine. Alors qu'ils se rapprochaient, une lumière s'est soudainement allumée et une voix a résonné dans toute la pièce. C'était le même vieil homme, les félicitant d'avoir surmonté de nombreux défis et déclarant qu'ils étaient désormais dignes d'exercer son pouvoir. Le groupe a localisé la source de la voix, elle provenait de la poignée d'une épée à l'intérieur de la vitrine. Tiana pensait que cela pouvait être la célèbre épée des liens, mais Nick n'était pas d'accord. Après tout, il n'y avait pas de lame, juste le manche. Curran a émis l'hypothèse qu'elle était cassée, tandis que Tiana a suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une épée magique dont la lame émergeait avec le pouvoir du porteur. Le caporal commença à montrer de l'irritation d'être ignoré, mais Nick déclara qu'il n'avait pas le temps de regarder les épées cassées, car ils étaient occupés à chercher la vraie épée. C'est alors que le caporal s'est identifié comme étant l'épée des liens elle-même. Pourtant, les aventuriers n'y croyaient pas. Ils ont continué à se demander s'il s'agissait d'un artefact magique ou simplement de quelque chose de endommagé. Le caporal a insisté. Elle s'est déclarée l'âme sacrée, fière et destinée uniquement à ceux qui valorisaient la justice et l'amitié. C'était une arme psychique de classe angélique. Nick y a finalement cru. Il a promis qu'il ne le laisserait pas tomber, du moins pas avant de le mettre en vente. Déconcerté, le caporal demanda pourquoi il ne le brandissait pas. Nick a expliqué qu'il utilisait des épées courtes et que Curran, à son tour, portait une lame en os de dragon. Le caporal voulait savoir quel serait leur sort, et tous répondirent à l'unisson, ils seraient vendus. Désespéré, le caporal protesta. Je ne voulais pas finir dans un entrepôt oublié. Il a dit qu'il avait été scellé là par la guilde elle-même, sous la promesse de trouver un porteur digne. Mais les années ont passé et personne n'est apparu. Au fil du temps, il a compris qu'il n'y avait jamais eu d'intention de le libérer. Nick a répondu avec sympathie, mais a été direct, tout le monde avait des factures à payer. Lorsque le câble était soulevé, un mécanisme secret était activé. Un fluide mystérieux coulait à travers des canaux cachés. L'épée s'est excusée auprès du groupe, le système de sécurité avait été activé. La salle ne serait libérée qu'après avoir vaincu le gardien, le golem d'amalgame. La pièce a commencé à trembler. De l'ombre émergea la créature, un golem formé de métal liquide, avec un énorme œil rouge brillant sur son visage. Il s'avança et lança un coup de poing puissant. Les aventuriers s'éloignèrent en bondissant et Tiana réagit immédiatement en lançant des pics de glace avec son bâton. Les projectiles s'enfoncèrent dans le corps du golem, qui rugit de douleur. Curran a profité de l'écart et est passé à l'attaque. L'épée a essayé de l'avertir, mais Nick a vite réalisé son erreur et lui a crié de reculer. C'était trop tard. Le golem expulsa les pieux encastrés et les rejeta en arrière. Curran en bloqua un avec son épée, mais un autre le toucha à l'abdomen. Puis un autre l'a frappé à la tête, la projetant en arrière avec une force brutale. Zem se précipita pour la soigner, tandis que Nick, avec son épée dans le dos, avançait pour distraire l'ennemi. Il savait que même s'il ne pouvait pas blesser la créature, il pouvait attirer son attention et donner aux autres le temps de s'échapper. Nick frappa les pieds du golem, mais son épée courte traversa le corps liquide sans causer de dégâts. Il a crié aux autres de s'enfuir, tout en continuant à esquiver les attaques. L'épée des liens, sur son dos, expliquait que le corps du golem était composé de nanomachines, ce qui le rendait immunisé contre les armes conventionnelles. L'épée supplia Nick de l'utiliser. Après cela, il pourrait en faire ce qu'il voulait. C'était sa dernière demande en tant qu'arme. Nick a répondu. Alors qu'il le tirait, une lame dorée magique se forma, brillant de mille feux. De l'autre côté de la pièce, Tiana, Zem et Curran essayaient de rouvrir le passage qui s'était fermé. Ils remarquèrent la lueur et se retournèrent. Ils ont vu Nick, brandissant désormais la véritable épée des liens. L'épée observa alors chaque membre du groupe et, regardant Curran, demanda à Nick de le visualiser mentalement et de prononcer le mot « union ». Déconcerté, il obéit, mais rien ne se passa. Il se plaignit à l'épée, qui ne comprit pas non plus la raison. Le golem a attaqué à nouveau. Nick contre-attaqua avec la nouvelle épée, lui coupant un membre. La lame a finalement fait l'effet. Cependant, le membre coupé s'est transformé en un mini-golem et s'est accroché au pied de Nick. Distrait, il fut frappé et projeté dans les airs, tombant dans un trou d'où le golem était sorti. Les autres ont crié son nom. Tiana a de nouveau gelé le golem et a demandé à Curran d'aller chercher Nick pendant que la créature était paralysée. Curran sauta dans le trou, laissant Tiana et Zem seuls pour contenir la menace. Le golem, cependant, commença à se libérer, dissolvant les parties gelées de son propre corps. Zem a soigné Tiana, et elle a lancé un autre sort de glace pour gagner plus de temps. Sous terre, Nick était enseveli sous les décombres. Curran s'en est approché et a commencé à creuser. Il a essayé de la convaincre de s'enfuir avec les autres, mais elle a refusé. Il a dit qu'ils partiraient de là ensemble. Nick s'est ensuite excusé pour le pendentif qu'il avait cassé, sachant à quel point cela signifiait pour elle. Curran a expliqué que le bijou était un cadeau de son ancien chef d'équipe. Elle avait encore du mal à croire qu'elle avait été trahie et abandonnée par quelqu'un qui prétendait la protéger. Curran a toujours gardé l'espoir qu'un jour il se réveillerait et retrouverait ses anciens compagnons à ses côtés, comme au bon vieux temps. Le pendentif qu'elle portait lui faisait croire en Kallio, et elle préférait donc s'accrocher aux souvenirs du passé plutôt que de se rapprocher des gens qui l'entouraient. Donc, lorsque le pendentif s'est cassé,
ce n'était pas vraiment une mauvaise chose, c'était peut-être un signe qu'il était temps de passer à autre chose. Elle a continué à creuser dans les décombres jusqu'à ce qu'elle trouve Nick. Il tendit la main et le sortit de l'épave. Quand leurs regards se sont croisés, ils ont tous deux souri. L'épée des liens, sur le dos de Nick, lui a demandé de répéter le mot « union ». Pendant ce temps, dans la pièce au-dessus, le golem atteignait presque les deux lanceurs de sorts. Tiana sourit, satisfaite de ce qu'ils avaient accompli, même sans Nick et Curran présents. L'instant d'après, un éclair de lumière remplit l'endroit et les aveugla tous les deux. Alors que leurs yeux s'adaptaient à la lumière, ils furent surpris de voir Nick, maintenant fusionné avec l'apparence et l'armure draconique de Curran. L'épée des liens a rapporté que le noyau du golem se déplaçait de manière aléatoire dans son corps liquide. Nick et Curran, désormais sous forme hybride, se sont engloutis dans les flammes et ont chargé en avant. D'un coup précis, ils mettent le feu au corps de la créature, détruisant sa structure et pulvérisant son noyau. Peu de temps après l'attaque finale, la fusion entre Nick et Curran s'est effondrée et les deux sont tombés inconscients. Après la mission, le groupe est retourné à la guilde. Là, Nick a démontré la puissance de l'épée des liens, en invoquant Salamdora. Alors que les autres essayaient de paraître impressionnés, un enfant aux cheveux blancs et aux vêtements sombres a commenté que ce n'était rien de grave. La guilde a confirmé qu'elle paierait pour la quête, mais voulait savoir qui était la fille sérieuse en noir. Elle s'est présentée comme Kizuna, le nouveau membre des survivants. Le maître de guilde trouva cela curieux, puisque Kizuna signifie « lien », tout comme l'épée. En quittant la guilde, le groupe célébra discrètement. Le plan avait fonctionné. Ils avaient trouvé un stock de copies de l'épée, prête à être livrée en remplacement. Kizuna, à son tour, a remercié sa capacité de parallélisation, qui lui a permis de prendre une forme humaine. Nick l'a réprimandé pour avoir utilisé son vrai nom, mais Tiana a souligné que les objets magiques sensibles ont des pouvoirs liés à leur nom. En plaisantant, elle a dit que si on l'appelait « balai », elle pourrait acquérir le pouvoir de nettoyer les pièces toute seule. De retour à Therian City, les survivants se sont partagés leur butin. Kizuna a demandé s'ils allaient à la taverne pour dépenser les bénéfices, mais le groupe a expliqué l'une de leurs règles les plus importantes, ne pas interférer dans les loisirs des autres. Nick est parti pour un spectacle d'idoles. Les autres sont allés vaquer à leurs occupations. Tiana a invité Kizuna à regarder une course, et la fille a accepté avec joie. Dehors, ses yeux curieux observaient tout, des arbres aux fourmis sur le sol. Tiana tapota la tête de sa nouvelle compagne et la félicita d'avoir attendu des milliers d'années enfermée dans un donjon. Kizuna, bien qu'heureuse, était un peu irritée, elle n'aimait pas être traitée comme une enfant. Tiana a ri et l'a appelée en plaisantant « balai » avant de s'enfuir. Kizuna le suivit, riant de sa nouvelle liberté. Tout était nouveau pour elle. Il admirait tout, du ciel étoilé aux discussions sur le marché. Il observa la poussière sur les fenêtres et fut même intrigué par les affiches d'idoles adolescentes que Nick avait collées. De la saleté des rues aux aventuriers des tavernes, elle trouvait le monde entier magnifique et n'hésitait pas à le crier au milieu de la rue. Les autres membres, voyant cela, trouvèrent cela curieux, mais continuèrent leur chemin. À un autre moment, Kizuna a remarqué l'équipement de Tiana, son allumeur magique. Il a loué ses modifications et son éclat charmant. Tiana sourit en signe de reconnaissance. L'arme était un cadeau de son ancien maître. En réponse, elle a également félicité Kizuna, qui a dansé joyeusement et a demandé aux autres de la féliciter également. Après toute cette agitation, Nick a convoqué une réunion de groupe. Le sujet du jour serait la sécurité financière. Il a remis à Curran la boîte contenant l'argent, à Zem la clé de la boîte et à Tiana un boulier magique. Après cela, Nick a déposé quelques pièces à l'intérieur de la boîte. Zem les compta, 230 dinars. Tiana, surprise, demanda de quoi il s'agissait. Nick a révélé qu'il s'agissait de la richesse totale actuelle du groupe, et tout le monde a été choqué de constater à quel point elle était faible. La conclusion était simple, il était temps de gagner plus d'argent. Avant de devenir une aventurière, Tiana était étudiante dans une école prestigieuse. Cependant, en raison d'un scandale impliquant son fiancé et de fausses accusations, elle a été expulsée. Alors qu'il emballait ses livres et ses affaires, il reçut la visite de son maître. Il lui rappela doucement que même si elle n'était plus une étudiante, elle était et serait toujours une mage. En guise d'adieu, il lui a donné l'allumeur magique. Tiana le remercia, mais elle le regrettait intérieurement, en plus d'avoir détruit sa propre carrière, elle avait également ruiné la sienne. Il ne serait jamais reconnu comme sage. Le maître a commenté que même s'il était libre, la liberté pouvait être solitaire. Les humains veulent être libres, mais ils veulent aussi être nécessaires. Puis il a ri en disant que c'était juste une blague. Tiana trouvait cela étrange. Même s'il avait été lésé par elle, il pouvait encore rire. Avant de partir, il lui a donné une dernière leçon, elle doit toujours savoir qui elle est, ce qu'elle a appris et de quoi elle est capable, car ce serait son véritable trésor, quelque chose que personne ne pourrait lui enlever. Après cela, il a recommencé à rire de façon hystérique et Tiana a quitté l'école. Quand elle ouvrit les yeux, elle était de retour à l'auberge, dans sa réalité d'aventurière. Il se demandait si un jour il se réveillerait et que tout redeviendrait comme avant. Elle se souvenait de ce que c'était que de se réveiller dans son manoir, entouré d'oreillers et de couvertures, en pensant aux leçons de magie qu'elle apprendrait ou aux projets avec son fiancé. Alors que chacun des survivants se réveillait dans sa chambre, Curran brandissait son épée,
Zem restait recroquevillé dans son lit et tous portaient un soupçon de regret pour le passé, se demandant s'il pouvait remonter le temps. Dans le cas de Nick, il rêvait du moment où il offrirait un cadeau d'anniversaire à son ex-petite amie, Claudine. Cependant, elle a rapidement commencé à se plaindre, disant qu'elle voulait plus et qu'elle voulait voir le monde après avoir été enfermée pendant si longtemps. Nick s'est réveillé en sursaut et a découvert que Kizuna avait transmis ses propres pensées dans son cerveau pendant qu'il dormait, ce qui expliquait les rêveries de Claudine. Au réveil, Nick s'est également demandé si un jour il pourrait simplement se réveiller dans le passé, avant que tout ne tourne mal. Le groupe s'est ensuite réuni au point de rendez-vous habituel pour la réunion quotidienne. Contrairement aux autres, qui voulait retourner dans le passé, Kizuna a juste souri. Il n'y avait aucun passé vers lequel je voulais retourner. Pour elle, le présent, avec ce groupe, était le moment le plus heureux qu'elle ait jamais vécu. Nick a interrogé Léon sur la véritable valeur de tromper les gens, même si cela le rendait riche. Il a demandé si la bière achetée avec de l'argent frauduleux aurait vraiment un si bon goût. Avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, Nick fut frappé par un sort lancé par un autre membre des Tigres de Fer, un jeune sorcier. Cependant, avant que le garçon ne puisse faire plus de dégâts, Curant est apparu, attrapant le pied du conjurateur avec sa queue et le renversant. Nick s'est approché et l'a remercié pour son aide. Léon se préparait à attaquer à nouveau, mais le maître de la guilde apparut, mettant fin à l'agitation et réprimandant tout le monde pour avoir provoqué un chahut. Elle a expliqué que tant qu'il suivait les règles de la guilde, elle n'avait aucune intention d'intervenir. Nick était confus, mais Léon accepta immédiatement les conditions et proposa un défi, une bataille de mathématiques et de coups de poing, également connu sous le nom de Math with Fist. La proposition a laissé tout le groupe perplexe. Le maître de la guilde a expliqué les règles. Il y aurait 10 rounds, chacun impliquant la résolution de problèmes mathématiques pendant que les combattants échangeaient des coups. Pour chaque différence de 10 points dans les scores, l'équipe avec le plus de coups sûrs aurait le droit d'appliquer un coup gratuit à l'adversaire. Les participants au concours de mathématiques seraient tirés au sort. Malheureusement pour les survivants, le nom tiré au sort était Curant, leur guerrier draconien, avec très peu d'affinité pour les nombres. Curant était sans voix, nerveuse, mais Nick l'encourageait avec enthousiasme. Claudine a été choisie comme représentante des Tigres de Fer. Pour se préparer, Curant a passé un examen blanc, qui a été corrigé par Zem. Après examen, Zem a souri, disant qu'elle avait du potentiel. Curant voulait connaître la note, mais il a simplement loué son effort. Après l'insistance, Nick est intervenu pour mettre fin au retard. Quand il vit enfin le résultat, Curant désespéra, seulement 18 points sur 100 possibles. Zem expliqua alors calmement que maintenant qu'il savait où étaient leurs défauts, il pourrait s'en servir pour s'améliorer. Alors qu'il retournait à la base, Kizuna suggéra qu'il utilise ses capacités télépathiques pour les aider, mais M expliqua que, bien que puissant, il était nécessaire que le groupe lui fasse confiance non seulement en tant qu'arme sacrée, mais en tant qu'allié. Kizuna accepta joyeusement le compliment et promit de l'aider. Tout au long de la semaine, le groupe s'est entraîné et a créé des stratégies. Alors que Curant étudiait les mathématiques, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Zem fréquentait des bordels. Là, il a discuté avec plusieurs femmes et recueilli des informations précieuses. Il découvrit que Claudine avait brisé de nombreux cœurs, que Beg était étrange et que Léon, en plus d'être fort, était très intelligent. L'une des filles a mentionné une nouvelle fille nommée Rose, qui parlait d'un homme étrange. Lorsque Rose décrivit l'homme des cheveux ondulés, des yeux bleus doux, des doigts roses et une voix séduisante, le tout recouvert d'une soutane, Zem réalisa qu'elle le décrivait. Rose a juste ri à la blague. Zem est revenu au groupe et a partagé ses découvertes. Il pensait que les Tigres de Fer allaient tricher. Tout indiquait qu'ils avaient de l'expérience avec ce type de manipulation et de piège. Rose a également révélé que le groupe partageait des informations entre eux pour tromper leurs adversaires. Tiana a suggéré qu'ils utilisaient des gemmes mentales, des cristaux qui fonctionnent comme la télépathie, mais avec une portée plus courte. Curant lui a demandé ce qu'il devait faire, et Nick a répondu qu'il devait simplement mettre en pratique tout ce qu'il avait étudié. Ailleurs, Claudine rêvait du passé. Enfant, ses parents travaillaient dans une gare routière. Ils ont commencé à détourner de petites sommes et ont été licenciés. Ils avaient prévu de la vendre, alors elle s'est enfuie. Sa beauté et sa ruse lui ont permis de survivre en commettant des escroqueries. Plus tard, il a rencontré Nick. Claudine pensait que plus elle tromperait de gens, plus elle serait heureuse, mais Nick lui a prouvé le contraire. En se réveillant du cauchemar, Claudine jura qu'elle se vengerait. Le jour de l'événement arrivé, les deux groupes se sont réunis sur la terrasse de la guilde, entourés de spectateurs. Le premier tour a commencé. Curant et Claudine ont reçu des problèmes simples d'addition et de soustraction. Curant sourit lorsqu'il vit que c'était le genre de questions qu'il avait étudié. Claudine, avec dédain, trouvait cela puéril. Curant l'ignora, déterminé à finir rapidement pour pouvoir aider Nick à monter sur le ring. En bas, Nick et Léon étaient face à face. Nick a utilisé son agilité et a porté un coup, mais Léon l'a esquivé. Nick recula, ouvrant une ouverture, mais Léon n'en profita pas. Il a simplement évité la confrontation,
essayant clairement de gagner du temps. Nick a réalisé la stratégie et a déduit que les coups n'étaient pas le véritable objectif de la bataille. Léon l'a remarqué dans les yeux de Nick, mais il est resté confiant dans le plan des tigres. Peu de temps après, Curran leva la main, signalant qu'il avait terminé. Claudine était surprise. Pendant la pause, les épreuves ont été corrigées. Curran a marqué 86 points. Claudine, 98 ans. Zem a expliqué que trop se précipiter conduisait à des erreurs d'inattention, ce qui est exactement ce qui est arrivé à Curran. Claudine sourit, admettant que Curran était meilleur qu'elle ne le pensait. Curran, à son tour, s'est excusé auprès de Nick, mais il lui a assuré que tout allait bien. Léon a ensuite donné un coup de poing puissant à l'estomac de Nick, laissant Curran en panique. Nick réfléchissait à la logique derrière la combinaison du combat et des mathématiques. Certains pourraient penser que ces calculs visaient à économiser l'énergie, mais ils pourraient également être utilisés à des fins offensives, comme le faisaient les tigres. Alors que le deuxième tour touchait à sa fin, les résultats furent dévoilés, Claudine encore avec 98 points, Curran avec 79. Claudine s'est moquée, disant qu'il avait presque garanti 2 pénalités à l'équipe adverse. Léon a ensuite frappé Nick avec un coup au visage. Curran détourna le regard, surprise, mais Nick l'appela d'une voix tachée de sang et lui dit d'arrêter de montrer sa peur. Ce n'est pas elle qui a été frappée. Nick a déclaré qu'il s'était préparé à recevoir des dizaines de coups cette semaine-là, mais grâce à Curran, il n'avait été touché que 2 fois. Elle se souvient qu'au début, elle avait 80% de réponses erronées, mais maintenant elle en avait 80% de correctes. C'était une vraie combattante en mathématiques avec des points. Ces mots ont remonté le moral de Curran. Elle sourit radieusement. Claudine lui demanda pourquoi elle était si heureuse avec des calculs simples, et Curran répondit dans son esprit, maintenant elle pouvait faire ce qui semblait auparavant impossible. Au 3e tour, Curran est revenu sur les problèmes avec enthousiasme. Claudine a essayé de la taquiner, la traitant de paysanne draconienne, mais a perdu son sourire lorsqu'elle a vu que Curran l'ignorait complètement. Curran était vraiment heureux. En résolvant des problèmes qui la troublaient auparavant, elle pouvait désormais se concentrer pleinement. Avant, je me sentais coupable de voir Nick se blesser. Maintenant, après avoir entendu ses remerciements, j'ai pu résoudre les exercices en toute confiance. Dehors, les autres survivants observaient attentivement la bataille. La plupart des gens, lorsqu'ils participent à quelque chose comme le tournoi de mathématiques et de bagarre, ont recours à la triche dès le début, pour raccourcir le combat avant que des événements imprévus ne surviennent. Mais les Iron Tigers ne l'ont pas fait tout de suite. La raison était simple, cela prendrait trop de temps de répéter les questions et les réponses en utilisant la télépathie entre eux. Ils ont donc préféré gagner du temps, en attendant que les problèmes deviennent plus difficiles. Lorsque Curran ne pouvait plus les résoudre facilement, il prévoyait d'utiliser les gemmes de pensée pour donner un avantage à Claudine. Pendant ce temps, sur le ring, Nick ressentait déjà la fatigue accumulée. S'il voulait utiliser sa vitesse de manière offensive, il devait agir rapidement. Léon, de son côté, continuait d'ignorer les cris de la foule qui le traitait de lâche pour avoir simplement reculé et esquivé. Tiana, à un autre moment de l'arène, a utilisé sa magie pour détecter tout type d'influence magique ou télépathique dans la zone, mais n'a remarqué aucune trace suspecte. Cela la rendait inquiète. Peut-être que les ennemis avaient un autre plan. Pour forcer une réaction, Tiana leva brusquement la main et suggéra une nouvelle règle au maître de la guilde, remettre tous les problèmes en même temps et appliquer les pénalités ensemble. La foule a immédiatement approuvé l'idée et Nick l'a soutenue. Léon, voyant le mouvement, le trouva étrange. Il savait que si Nick était frappé trop souvent, il ne pourrait peut-être pas résister. Le maître de guilde accepta la suggestion de Tiana et lui remit toutes les questions en même temps. Claudine, voulant assurer la victoire, fut surprise de voir Curran régler rapidement tout ça. Désespérée, elle contacte Beg, un autre membre de son équipe, positionné à distance avec une calculatrice et du papier. Il a commencé à lui envoyer des questions et à recevoir des réponses. Tiana activa à nouveau sa magie, et cette fois, elle détecta quelque chose d'étrange au loin. Avec les autres, il part discrètement enquêter. Nick, remarquant leur absence, sourit et demanda à Léon où se trouvait son autre coéquipier. Léon, agité, répondit vaguement. C'est alors qu'il remarqua la disparition de la fille qui avait suggéré le changement des règles. Quelque chose n'allait pas méfiant, il cria à Claudine d'arrêter, mais elle l'ignora, se concentrant sur le fait de continuer à recevoir des réponses de Beg. Le maître de la guilde a prévenu qu'il était interdit de parler pendant le duel, mais Claudine a insisté, se demandant mentalement comment Nick avait réussi à se remettre si bien de sa trahison. Pendant ce temps, Beg avait déjà du mal à suivre toutes les questions de Claudine. Heureusement pour lui, Kizuna est apparu pour l'aider. Beg le remercia et réalisa alors qu'il n'était plus seul. Sur le ring, Nick et Léon ont continué à échanger des coups. Lorsque les autres revinrent, Nick sourit et dit à Léon que cela avait été une erreur de les sous-estimer. Claudine commença à s'irriter du silence de Beg et, sans s'en rendre compte, cria en se plaignant du retard. Tout le monde a entendu. Tiana est alors apparue, amenant Beg avec elle. Il montra la gemme de pensée qu'il portait, et le maître de la guilde demanda si Claudine en avait une aussi. Claudine serra les dents de frustration, car ils avaient été pris. La bataille est officiellement terminée. Des gardes sont apparus et ont arrêté les membres des Tigres de Fer.
Léon voulait savoir comment ils avaient découvert le plan, et Curant répondit qu'en fait, ils avaient toujours su qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Claudine, en pleurs, disait que ça n'avait pas toujours été comme ça. Il a essayé de croire aux gens, mais il s'est égaré. Curant accepta sa réponse calmement et dit qu'il s'était peut-être simplement éloigné du bon chemin. Tiana a ajouté qu'il n'était plus possible de repartir de zéro, mais qu'il était toujours possible de corriger les erreurs commises. Ce soir-là, les survivants ont dîné ensemble dans un restaurant. Curant a demandé à Nick s'il était vraiment nécessaire pour elle d'avoir étudié les mathématiques, puisque le plan était simplement de démasquer les tigres. Nick a répondu oui, car ses réponses étaient également essentielles. Tiana a ajouté qu'apprendre les mathématiques aiderait même dans des situations quotidiennes, comme connaître le meilleur prix sur les promotions alimentaires. Le groupe riait ensemble, au milieu de l'arôme des plats. Mais dehors, des pas lourds résonnaient sur les toits. Dans le passé, Léon faisait partie d'un groupe appelé le Silver Tiger Corps. Leur chef, Bichot, était plus intelligent que la moyenne et était également leur frère aîné. Une nuit, l'équipe a décidé d'explorer le cruel labyrinthe de Metal Moon. Un par un, les membres ont été éliminés par divers pièges. Pourtant, ils n'ont pas abandonné. Ils voulaient que chaque trésor soit caché à sa place. Ils ont réussi grâce au génie de Bichot, qui leur a apporté gloire et richesse, mais aussi sa mort. Il a été assassiné dans sa propre maison, victime des humains. Depuis lors, Léon ne leur a plus jamais fait confiance. À l'heure actuelle, Léon, désormais en détention, était entre les mains des gardes. L'un d'eux s'est approché et l'a lentement transpercé avec son épée, exigeant qu'il révèle l'emplacement d'un certain trésor. La relique n'est jamais apparue sur le marché noir, on pensait donc que Léon la possédait encore. En fait, Léon gardait un secret. Il avait pris dans le labyrinthe une relique trop dangereuse pour être utilisée ou vendue. C'était l'épée de la ruine. L'appelant silencieusement, le pistolet traversa l'endroit et apparut devant lui. Ailleurs, Tiana observait attentivement une table de jeu. En face d'elle, une femme aux cheveux bleus jouait son petit ami blond, le genre de personne que Tiana appellerait une « sangsue ». Un croupier habile à mélanger les cartes, dans le but de tromper le couple. Un autre joueur, plus discret, essayait juste de gagner un peu d'argent. Tiana regarda droit devant elle. Il avait décidé qu'il écraserait tout le monde à cette table sans hésitation. À l'intérieur du casino, des machines à sous et des roulettes tournaient. Les jetons ont changé de main. Nick regardait simplement autour de lui, distraitement, tandis que Kizuna attendait joyeusement au bout d'une file. Après le tournoi, les survivants avaient un peu d'argent et profitaient d'un peu de temps libre. Dans un magazine, Kizuna a découvert que la glace du casino était très appréciée, alors lui et Nick ont demandé à Tiana de les y emmener. Mais à leur arrivée, un employé les a informés que la glace était épuisée. Kizuna a essayé d'expliquer qu'il faisait la queue depuis longtemps, mais a reçu une réponse brève et poliment agressive. Frustré, Kizuna s'éloigna. Nick a suggéré de jouer, mais Kizuna a refusé. Son code éthique comportait une limite contre le jeu. Il fut néanmoins étonné de constater que les cartes utilisées étaient recouvertes d'encre anti-magique. Un employé a expliqué que tous les objets du casino étaient traités pour repousser les sorts. Dehors, Léon était revenu, maintenant transformé en une version monstrueuse de lui-même. Pendant ce temps, dans la salle principale, une pile de jetons s'accumulait devant Tiana. Les autres joueurs étaient mal à l'aise. Le croupier échangea un regard avec elle, ils savaient tous deux qu'il trompait la sangsue. Quand est venu le moment de montrer les cartes, Tiana avait la meilleure main. J'ai gagné tous les jetons. La blonde protesta, l'accusant de tricherie. Elle a feint l'innocence. Alors que les autres détournaient le regard, elle le taquinait en disant qu'il n'utilisait même pas son propre argent pour jouer. Furieux, le garçon s'est levé et est parti, laissant sa petite amie derrière lui. La fille a remercié Tiana. Je voulais savoir si elle essayait de mettre fin à la dépendance de son partenaire, mais Tiana m'a expliqué qu'elle profitait simplement d'une opportunité facile. La fille a demandé à Tiana si elle pensait avoir du talent pour le jeu. Tiana a répondu qu'elle était déjà une joueuse, le genre de personne qui n'abandonne jamais son pari sûr et finit par gagner à la fin. Soudain, une agitation à l'extérieur interrompit tout. Les gens ont couru, paniqués. Tiana resta sereine, regardant calmement une énorme créature féline entrer dans le casino. Pendant ce temps, Léon observait chaque personne à l'intérieur du casino, confus quant à son propre emplacement. Tout ce que je voulais, c'était retrouver Nick. Un groupe de gardes s'est approché avec des matraques, mais il les a facilement repoussés. Dans son esprit, il se souvenait du bref moment où il avait rencontré Nick. Il réalisa que, contrairement à lui, Nick ne s'était jamais laissé envahir par le désespoir. Et cela l'irritait. J'étais envieux de sa force intérieure. Toujours en prison, juste après avoir invoqué l'épée de la ruine, la lame coupa ses chaînes et lui demanda s'il était enfin prêt à l'utiliser. Léon a répondu qu'il voulait juste tuer quelqu'un. En échange, l'épée a promis de faire évoluer ses sens afin qu'il puisse chasser sa proie. En l'attrapant et en criant « Évolution », Léon a facilement vaincu les gardes et s'est échappé de prison. De retour au casino, il a suivi l'odeur de Nick avec sa forme évoluée. Tiana et une fille regardaient discrètement,
tandis que les autres essayaient de s'échapper. Tiana regrettait d'avoir laissé son équipement dans le casier et était désormais sans défense face au monstre. Malheureusement, Léon l'a retrouvé et l'a reconnu comme un membre du groupe de Nick. Elle a demandé où il était, mais Tiana n'a pas reconnu Léon sous cette forme. Lorsqu'il s'est finalement présenté, elle a été choquée par le changement dans son apparence. Léon répéta la question et la prévint, avec son nouveau pouvoir, il saurait si elle mentait. Plus loin, Nick et Kizuna entendirent le vacarme. Ils furent surpris de voir la foule courir en désespoir de cause. Léon, à son tour, a menacé d'écraser Tiana avec ses griffes si elle ne coopérait pas. Elle lui a demandé pourquoi il l'avait prise en otage. Léon a répondu que Nick se présenterait certainement pour sauver ses amis. Tiana rit de cette supposition. Il a dit qu'ils n'étaient même pas vraiment amis. La réaction a dérouté Léon, et Tiana a profité de l'occasion pour allumer sa pipe avec l'allumeur, expliquant que l'objet était un cadeau spécial de son professeur. Sans hésitation, il enfonça l'allumeur dans Léon, libérant une décharge électrique. Avec Léon momentanément abasourdi, Tiana et la fille ont couru pour s'échapper. Mais leur fuite fut interrompue lorsque Léon jeta une table devant eux. Tiana est tombée au sol et l'autre a été touché, perdant connaissance. Tiana fut choquée de voir que Léon était indemne et s'approchait, implacable. Elle a crié à la sangsue, cachée derrière une table, d'aller aider sa petite amie. Dans un rare moment de courage, il obéit. Tiana a dit à Léon que les membres du groupe n'étaient pas exactement des amis, mais des personnes fragiles qui se soutenaient mutuellement, s'aidant autant que possible, afin qu'ils puissent continuer leur propre vie. Léon renifla l'air et fut confus. Tiana ne sentait pas comme quelqu'un qui mentait. Malgré tout, il a décidé de le tester. Il avança avec son épée. À la surprise de Tiana, Nick est apparu et a intercepté le coup. Des étincelles d'énergie circulaient entre les deux. Nick se tourna et dit qu'elle ne pouvait pas mourir. Il se sentirait redevable envers elle si elle mourait. Léon se prépara à continuer l'attaque, mais son épée parla à nouveau, avertissant qu'il y avait une autre présence là-bas. L'épée des liens répondit en saluant l'adversaire. Les deux épées se connaissaient. Nick a remarqué que Léon parlait également à son arme. L'épée des liens a averti, l'épée de la ruine semblait contrôler la situation. L'épée de la ruine a confirmé les retrouvailles, affirmant que des siècles s'étaient écoulés depuis leur dernière bataille. Il leur a demandé de s'écarter. Nick et son épée ont refusé. L'épée de la ruine a ensuite transféré toute sa puissance à Léon, augmentant encore sa taille et sa force. L'épée des liens a tenté d'avertir l'ennemi que Léon ne serait pas capable de contrôler autant de pouvoir, son esprit serait consumé avec son corps. Mais personne n'a entendu les appels. Léon a de nouveau attaqué Nick. Nick a réussi à esquiver et Tiana a crié qu'il était peut-être temps d'utiliser l'union. Ce serait la seule alternative. Nick et Tiana ont fusionné, prenant une nouvelle forme avec des cheveux longs et brandissant l'épée des liens. Ils lancent le sort, Hache de glace, gelant les environs et piégeant Léon dans des boucliers de glace. Léon, cependant, a percé la glace avec facilité et s'est précipité sur la fusion Nick-Tiana avec rage. Ils l'ont esquivé, mais la vague de destruction a continué. Dans son esprit, Léon ne savait plus ce qu'il faisait. Il n'y avait aucun profit, il n'y avait aucun but, seulement la destruction. Ce n'était pas ce que je voulais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Tout ce qu'il voulait, c'était une petite vengeance. Mais maintenant, il vit des gens être jetés en l'air, des gardes, des femmes, des enfants, personne n'était épargné. Même les ornements de valeur qu'il aurait volés auparavant ont été détruits de ses propres mains. L'épée de la ruine a répondu à son conflit. Il a dit que c'était amusant d'avoir un pouvoir absolu. Le meilleur était de voir tout le monde en silence, s'enfuir et accepter la mort imminente. Léon poussa un rugissement féroce, mais intérieurement, il suppliait que tout cela se termine. Profitant de sa distraction, la fusion de Nick et Tiana l'attaqua à nouveau et le piégea dans un autre bloc de glace. Mentalement piégé, Léon a fait face à l'épée de la ruine. L'arme lui a dit qu'à partir du moment où il l'avait sorti du labyrinthe, il était déjà une bête incontrôlable. C'est pourquoi il a pu la dominer. Léon a nié, disant qu'il voulait simplement vivre une aventure avec le frère qu'il admirait tant. Mais l'épée lui rappela qu'en réalité son frère était mort. Pendant ce temps, dans la bataille, la fusion entre Nick et Tiana a invoqué la lance de glace, perçant le corps de Léon avec des pieux gelés. Il hurla de douleur, mais à l'intérieur, il continua à se battre avec l'épée. Il se souvenait que son frère était mort aux mains de ceux qu'il pensait être des amis. Même s'il prenait soin d'eux, ils l'ont quand même trahi. L'épée de la ruine n'a fait que renforcer cette haine envers l'humanité, affirmant que c'était la raison pour laquelle Léon avait commencé à tromper et à exploiter les autres. Léon a essayé de se justifier, insistant sur le fait qu'il n'était pas une mauvaise personne. C'était juste un garçon qui voulait profiter de la vie avec son frère. Au fond de lui, il souhaitait que quelqu'un le sauve, que quelqu'un l'empêche de continuer dans ce corps enragé. Comme pour répondre à leurs souhaits, la glace autour d'eux scintilla, et là se tenaient Nick et Tiana, prêts à tout mettre fin. Ils lui ont lancé une pluie de cartes recouvertes d'anti-magie, et Léon est finalement tombé, laissant tomber son épée. Immédiatement, la fusion a gelé l'épée de la ruine, mettant fin à son influence. Avec la magie scellée, la bénédiction qui a provoqué l'évolution a été coupée. Léon est revenu à sa forme originale et a été entouré de gardes. Plus tard, de retour en prison,
Léon fut enchaîné avec des contraintes renforcées. Nick lui a rendu visite et a observé comment le corps de Léon s'était détérioré après la transformation. Il était maintenant mince, sans la musculature qui le définissait autrefois. Nick a rapporté que malgré les destructions au casino, personne n'a été blessé et que l'épée avait été scellée. Léon réalisa que Nick était le guerrier blond aux cheveux longs qu'il avait combattu. Il rit de soulagement sachant qu'à la fin, il était toujours vaincu par Nick. Alors que Nick s'éloignait, Léon a admis qu'il ne s'était jamais saoulé avec de l'argent gagné grâce à des mensonges. Plus tard, Nick est allé faire sa course habituelle dans le jardin. Il gardait un bon rythme, essayant d'atteindre quelque chose dont il ne savait peut-être même pas ce que c'était. À un moment donné, il entendit une voix familière l'encourageant à continuer. Il s'arrêta, confus, essayant de comprendre si c'était la voix d'Agathe ou simplement le résultat d'un épuisement mental. Il se demandait s'il imaginait des choses, si tout cela était réel. Agathe, qui était effectivement là, a décidé de s'amuser de sa confusion. Il croyait qu'il la voyait parce qu'il pensait trop à elle, mais honnêtement, il s'en fichait. Agathe a déclaré qu'elle avait trouvé un moyen de rester dans le cœur de ses fans les plus dévoués. Comme Nick était l'un d'entre eux, c'est là qu'elle vivait. Cela le rendait heureux. Elle a ensuite plaisanté en disant que pour qu'elle puisse rester là-bas, il devait simplement continuer à acheter toute sa musique. Nick commenta, surpris, que l'Agathe à l'intérieur de son cœur était plus gourmande qu'il ne le pensait. Elle lui a conseillé d'arrêter de courir autant et de faire une pause. Il a accepté. Lorsqu'il se retourna, il se retrouva face à elle et fut surpris. Ils se sont rendus dans un parc et se sont assis ensemble pour boire de l'eau. Elle a fait remarquer qu'il courait trop dans le jardin et qu'il avait probablement un objectif clair. Il a recommencé à l'appeler « Chien errant », le surnom qu'il lui avait donné depuis le jour de leur rencontre. Nick a confirmé qu'il avait désormais un but, et elle a répondu joyeusement, en disant qu'elle était heureuse de le voir avec un but. Pour lui, le commentaire n'avait pas beaucoup de sens. Il a dit que parfois il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Agathe s'arrêta alors pour organiser ses pensées. Elle raconte que, le jour où elle lui a remis le flyer de son spectacle, deux pensées contradictoires se disputaient en elle. La première disait qu'elle avait eu raison de l'inviter, la seconde, que c'était une erreur. Il est quand même allé au spectacle. Et quand elle le vit parmi le public, ses pensées revinrent, l'une heureuse de sa présence, l'autre pleine de regrets de l'avoir attiré. En tant qu'idole, elle savait qu'elle avait besoin de fans qui l'aimaient, mais elle craignait également ceux qui en faisaient trop. Au fil du temps, elle a vu Nick devenir un véritable otaku, et elle était reconnaissante qu'il ne soit pas devenu l'un de ces fanatiques dangereux. En réfléchissant, Nick a dit que si elle ne lui avait pas donné cette contravention, il aurait pu s'engager sur un chemin sombre, peut-être même devenir un criminel. Elle l'a sauvé sans le savoir, l'a emmené dans un endroit où il se sentait appartenir. Et c'était là, pour lui, le véritable travail d'une idole. Elle était en effet une bonne idole. Agathe soupira. Il lui demanda pourquoi elle soupirait, et elle répondit que c'était un soulagement, d'entendre enfin quelqu'un la qualifier de bonne idole, même si elle-même n'y croyait plus. Nick soupçonnait depuis un certain temps qu'Agathe agissait étrangement. Elle avait annulé tous ses contrats avec des magazines et des chaînes de télévision, et il ne comprenait pas pourquoi. Agathe révèle alors que son vrai nom est Belle Aguin. Elle dit qu'elle travaillait avec son petit ami, Donna, qui possédait un restaurant. Là, elle chantait pour les clients, même s'ils n'y prêtaient pas attention. Il ne chantait pas pour être applaudi, mais par besoin personnel. Chanter était sa façon d'exister. Un jour, après une représentation, un homme s'est approché d'elle et l'a complimenté sur sa voix. Il a dit que la prochaine fois, elle devrait chanter en regardant le public. Il s'est présenté comme Joseph Coleman, producteur exécutif d'un grand label de musique, et a demandé à Belle si elle voulait devenir une idole. Avant même qu'elle puisse répondre, Donna est apparue, lui rappelant de toujours signaler les clients étranges. Joseph répéta la question et Donna, prétendant être son manager, voulut savoir combien il paierait. Joseph répondit que le monde des idoles était l'endroit où n'importe qui pouvait accomplir n'importe quoi. Il a donné à Belle un billet pour un spectacle et a ensuite discuté avec Donna. Elle a fini par se rendre à l'événement et, avant qu'il ne commence, elle s'est assise à côté de deux filles qui étaient également nouvelles dans cet univers. Lorsque les idoles montaient sur scène, le bruit de la foule, les cris et les sourires l'ont profondément touchée. C'est à ce moment-là que la cupidité s'est emparée d'elle. Elle aurait aimé être là. Il voulait cette gloire, cette joie, tout pour lui. Après le spectacle, Belle a rencontré à nouveau Joseph, découvrant que les autres filles étaient également là pour la même raison. Ils ont tous commencé à s'entraîner. Ils ont été nommés d'après des pierres précieuses, Topaz, Ambre et Agathe. Au fil du temps, sa renommée grandit et elle s'éloigne émotionnellement de Donna. Ils ne partageaient plus le même monde. Un jour, Donna a demandé de l'argent. Elle n'était pas surprise, mais elle voulait savoir si le bar marchait mal. Il a nié et a dit qu'il avait juste besoin d'un peu d'argent supplémentaire. Elle a accouché. Une autre fois, lorsqu'il est arrivé au restaurant, il a demandé plus d'argent. Elle s'interrogea sur la raison, inquiète. Il lui a assuré que c'était la dernière fois et a dit qu'il avait rencontré un Targaryen qui l'aiderait. Elle soupçonnait un jeu, mais céda quand même. Désemparée, elle sortit pour pleurer. Dans la rue, il a vu un chien errant. Il a essayé de l'appeler, mais la pluie a commencé à tomber. En levant les yeux vers le ciel, il pensa qu'il avait assez d'argent pour aider Donna,
mais il craignait de tout dépenser dans les jeux d'argent. Elle croyait que ce n'était jamais le rêve qu'il avait pour elle. Il se souvenait du jour où il avait ouvert le restaurant. Elle a dit qu'elle laisserait une grande table au centre, où elle chanterait pour que tout le monde l'entende. De retour au restaurant, il est allé au bar pour prendre un verre et réfléchir. Là, il entendit une dispute. C'était Claudine, la petite amie de Nick, qui lui disait qu'il était indigne d'elle parce qu'il ne travaillait plus avec le ministre de la guerre. Elle a rompu avec lui sur le champ. Agathe entendit les cris de Nick, la suppliant de rester, mais Claudine était partie. La pluie tombait fort. Nick errait sans but, trempé, sans même s'en rendre compte. Agathe, avec un parapluie dans ses mains, le suivit. Quand il s'est arrêté pour s'asseoir sous la pluie, elle s'est approchée. Il lui a offert une invitation à son spectacle et lui a laissé son parapluie. Au restaurant, Donna l'attendait avec une autre commande. Il voulait qu'elle l'accompagne au casino. Il a dit qu'il jouerait et récupérerait tout l'argent qu'il avait perdu. Cela, pour Agathe, sonnait comme un adieu. Ne sachant pas quoi dire, il hocha simplement la tête et partit avec lui. Au casino, il a regardé Donna gagner plusieurs paris. Il semblait que cela allait vraiment remonter. Mais alors, une figure inattendue est apparue. Pour elle, elle n'était pas seulement une déesse, elle était la divinité même du jeu. C'était Tiana. Elle avait l'impression que Tiana avait un problème personnel avec elle. Après avoir vaincu tout le monde à sa propre table, Tiana est allée chez Donna. Agathe avait le sentiment que c'était une vengeance. Peu de temps après, Tiana a vaincu Donna, prenant tout l'argent. Par la suite, il a même vaincu Léon, devant tout le monde. En un clin d'œil, Tiana a disparu et s'est transformée en toundra. Là où elle se trouvait, Agathe trouva une lettre, la reine. Quand il posa la lettre, il revit Tiana. À partir de ce moment-là, il commença à l'idolâtrer. Il l'appelait la belle paladin, celle qui était venue la sauver du chaos dans lequel elle se trouvait. De retour au bureau, il a rencontré son producteur, Joseph. Il était accompagné de Donna. Joseph dit qu'il avait payé toutes ses dettes et qu'il était désormais libre de vivre sans craindre les créanciers. Mais il y avait une condition, Donna ne pourrait plus jamais s'approcher d'Agathe. Même si vous la voyez dans la rue, vous ne devriez pas faire semblant de ne pas la connaître. Donna a protesté, mais Agathe a dit qu'il ne la voyait plus comme une personne. Il a admis qu'avant, il n'était pas comme ça, mais que maintenant, il ne voyait que l'argent. Elle a rompu avec lui. Lorsqu'il lui a dit au revoir, il l'a quand même appelé et lui a donné la lettre qu'il avait trouvée au casino. Des mois plus tard, il a vu Donna balayer l'entrée d'un immeuble. Ils se sont croisés comme s'ils étaient des étrangers. Agathe est ensuite revenue sur scène avec un spectacle solo. À son retour, il a parlé à tout le monde du paladin qu'il avait rencontré au casino. Il a dit que Tiana était son inspiration. Et il a révélé son nouveau désir, être comme les bardes, ceux qui parcourent le monde, observent la douleur des gens et en font des chansons. Après sa présentation, Agathe se retire. Pendant ce temps, Nick, après son entraînement de routine, se repose dans le jardin et boit de l'eau. Une fois de plus, il entend la voix d'Agathe. Elle essaie de le convaincre que c'est juste une voix dans sa tête, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose de différent chez elle. Demandez-lui si tout va bien, car elle semble inquiète. Elle répond non, mais comme tout être humain, elle a des inquiétudes. Et ce sont ses préoccupations qui la rendent humaine. Surmonter une préoccupation n'en amène qu'une autre, mais chaque dépassement est, selon elle, une sorte d'évolution personnelle. Pendant ce temps, Kizuna lit avec enthousiasme un magazine d'aventure. On y trouve un reportage sur un homme mystérieux connu sous le nom de The Wanderer, qui sauterait sur les toits de la ville et kidnapperait des enfants, sans jamais être vu. Elle est fascinée par l'histoire et dit que, pour elle, le vagabond est un héros. La capacité de kidnapper des filles et de disparaître sans être attrapé est, à ses yeux, une belle chose. Quelqu'un dans le groupe commente que l'idée de « beauté » de Kizuna est un peu étrange et, en effet, elle semble l'être. Mais elle n'accepte pas les critiques. Il dit qu'il veut rencontrer le vagabond et veut se rapprocher de lui. Son innocence dérange Nick, qui décide d'intervenir. Il affirme que cette histoire n'est rien d'autre qu'une rumeur sans aucune preuve, et qu'elle devrait arrêter de croire tout ce qu'elle lit dans les magazines à sensation. Kizuna rétorque en montrant le magazine et en insistant sur le fait qu'il existe de vrais témoignages de personnes qui l'ont vu. Au milieu de la discussion, une jeune femme qui passait par là entendit le débat et s'approcha. Elle s'intéresse également au Wanderer. Elle se présente comme Olivia Taylor, une aventurière et écrivaine pour le magazine Lemuria Monthly, qui est entre les mains de Kizuna. En apprenant cela, Kizuna saute de joie, déclarant qu'elle est une lectrice assidue de la publication. Tout le monde est surpris, y compris Nick, qui se souvient que Kizuna n'avait découvert le magazine que quelques semaines auparavant. Elle ignore les critiques et répond en disant que le temps ne définit pas l'amour qu'elle ressent pour quelque chose. Selon elle, si vous aimez le magazine, c'est tout ce qui compte. Tiana, curieuse, demande si Olivia est vraiment une aventurière. Pour le prouver, Olivia entre dans la pièce, tente de démontrer son agilité avec quelques sauts, mais tombe presque. Malgré cela, elle dit qu'elle enregistre tout ce qui se passe dans la ville et que s'ils disent quelque chose d'étrange, il devrait le lui faire savoir. L'obsession de Kizuna pour le vagabond ne fait que grandir après leur rencontre. Cette nuit-là, elle accompagne Nick à un festival d'idoles, tandis que Zem va boire comme d'habitude. Sur le chemin du retour,
Zem marche derrière une petite fille et l'observe attentivement. Soudain, une main invisible l'entraîne dans une ruelle. Lorsqu'il constate qu'elle a disparu de la rue, il suppose le pire et court sur les lieux. Après le spectacle, Nick demande à Kizuna si elle a aimé. Elle admet que c'était mieux que ce à quoi elle s'attendait. Agathe, selon elle, est une personne pure, avec un cœur authentique. Dans un autre monde, elle était peut-être une chamane. Soudain, Kizuna réalise que Zem est en danger. Prévenez Nick, localisez sa position et courez là-bas. À son arrivée, contre toute attente, Kizuna parvient à apercevoir le vagabond. Il crie qu'il va le tuer. L'homme mystérieux est surpris d'être vu, surtout lorsqu'il remarque que Kizuna l'attaque avec ses capacités de duplication. Il contre-attaque, mais ne touche qu'une seule de ses copies. Kizuna est déçu. Le héros qu'il idéalisait n'était rien d'autre qu'un lâche. Même Nick, auparavant sceptique, commence à croire à l'existence du Walker après avoir été témoin de ce qui s'est passé. Zem emmène la fille blessée à l'auberge de Red, lui demandant de prendre soin d'elle. Pendant ce temps, Red pose plusieurs questions. La fille dit que son nom est Rena. Il explique que sa mère croyait à l'existence du vagabond, car il n'y avait pas d'autre explication à la disparition de tant d'enfants. Déterminée, Rena décida de retrouver le vagabond par elle-même, mais sa mère avait également disparu. Zem la réconforte en lui disant qu'il a lui-même vu le vagabond. Il promet qu'il le vaincra et, qui sait, retrouvera sa mère. Excitée, Rena court vers lui et lui demande de devenir son élève. Nick l'arrête immédiatement, affirmant que 10 ans, c'est trop jeune. Zem accepte, déclarant qu'elle doit attendre d'avoir 15 ans. Rena demande comment elle devrait s'entraîner jusque-là. Il lui conseille de rester avec Red pour le moment. Elle essaie à nouveau de serrer Zem dans ses bras, mais Red et Nick la retiennent. Zem réaffirme, jusqu'à ses 15 ans, elle ne peut pas l'approcher. Et elle, bien que réticente, accepte. Le lendemain, les survivants décident qu'il est temps de traquer le marcheur. Ils ont besoin de plus d'informations. Ils savent qu'il y a une prime sur sa tête et décident d'aller à la guilde des primes, même si c'est un environnement hostile. Dès qu'ils entrent, ils remarquent que les autres aventuriers les regardent avec dédain. Ils s'approchent du préposé et lui demandent des informations. Elle dit que la valeur de l'information est trop élevée pour être révélée à des inconnus. Il révèle alors qu'ils étaient les survivants. Impressionné, l'accompagnateur décide de coopérer. Il leur montre un dossier et explique qu'il ne peut leur transmettre les données que s'ils les aident d'abord avec une autre récompense. Ils doivent capturer Elardi, un homme recherché valant 300 000 dinars. Elle dit que, comme ce sont les mêmes qui ont vaincu les tigres de fer, elle a confiance qu'ils feront le travail. Mais en disant cela à voix haute, elle finit par attirer l'attention de tous les chasseurs et aventuriers présents dans la salle. Dès leur arrivée à la guilde des primes, l'un des chasseurs les a confrontés, leur suggérant de laisser cette mission de côté et de retourner à la chasse aux gobelins, une chose dans laquelle, selon lui, ils étaient experts. L'un de ses collègues a tenté de contourner la situation en disant qu'il s'agissait simplement d'une provocation, mais l'homme a insisté sur le fait qu'il savait de quoi il parlait. Il a alors proposé un pari, il voulait parier sur qui sortirait vainqueur de la confrontation entre les survivants et Elardi. Avant même de mentionner le montant du pari, Tiana sortit un sac contenant 50 000 dinars et déclara qu'elle et ses compagnons livreraient Eil à la guilde. Il a mis l'homme au défi de couvrir le pari. Il a accepté, promettant tout l'argent qu'il avait économisé. Bientôt, d'autres ont commencé à apporter ce qu'ils avaient. Tiana leur a demandé de récupérer l'argent et d'attendre son retour. Selon le rapport de la guilde, Eil vivait dans une zone marginale connue sous le nom de Garbage Collection. À leur arrivée, ils ont parlé aux gardiens de sécurité sur place, leur demandant s'il y avait des informations récentes. Il a répondu avec indifférence, disant seulement qu'un résident était décédé la semaine dernière et que le chien d'un autre résident avait donné naissance. Rien d'utile. Le garde a également mentionné que personne n'avait été capturé dans cette région au cours des 3 derniers mois et que, s'il mourait là-bas, il devrait mourir en silence. Il les a également avertis de ne pas déranger un homme nommé Nalgava dans ses affaires. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le groupe rencontra des hommes qui exigeaient un péage, mais ils les vainquirent facilement. Ils ont exigé de savoir où se trouvait Eil. L'un des hommes a indiqué l'endroit, l'appelant, la pièce, et a décrit le chemin. Il a demandé de l'argent pour l'information, mais Zem, en passant à côté de lui, s'est rendu compte que l'homme se faisait du mal avec des substances toxiques. L'homme a prétendu qu'il ne pouvait pas dormir, alors Zem lui a donné des médicaments en guise de paiement du pourboire. Il a également averti que Eil était très rapide et leur a demandé d'être prudents. Lorsqu'ils arrivèrent à la chambre, ils trouvèrent Eil. Ils l'informèrent de la récompense sur sa tête et, avant qu'il ne puisse s'échapper, ils réussirent à le capturer. En partant, ils ont croisé Nalgava, un ancien prêtre, qui leur a dit que Eil était son patient et qu'il ne pouvait pas le prendre. Les survivants ont expliqué qu'il y avait une prime sur sa tête et qu'il avait commis de nombreux crimes, tout sauf des meurtres. Nalgava prétendait qu'il pouvait guérir n'importe quelle maladie, mais pas les péchés. Il a accepté que Eil soit pris.
Il a expliqué qu'il souffrait d'une maladie rare appelée « diable jaune » et qu'il suivait un traitement. Zem, curieux, demanda ce que Nalgava faisait à cet endroit et s'il était vraiment au courant de cette maladie. L'ancien prêtre lui a répondu et est parti. Kizuna a ensuite demandé si Nalgava connaissait le vagabond. Il a dit non, mais il a répondu à la question. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait quelque chose, il a répondu avoir entendu des rumeurs sur un homme qui distribuait des bonbons aux enfants. C'était le seul indice. De retour à la guilde, ils ont remis et Tiana est allée voir les chasseurs pour récupérer le pari. Elle a collecté 800 000 dinars et les a donnés à la serveuse, lui demandant de servir à tout le monde des boissons à volonté ce soir-là. Le lendemain, ils sont revenus à la recherche de plus d'informations sur le Wanderer. L'hôtesse, impatiente, dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il s'intéressait à un mythe. Il leur a conseillé de rechercher des missions mieux rémunérées, car tout ce qu'il avait à sa disposition était de vagues rapports de disparition. Elle a cependant mentionné une femme qui distribuait des bonbons aux enfants, assise dans un coin de la pièce. Quand ils ont regardé, ils ont réalisé que c'était Olivia. Nick a demandé à Kizuna si elle pouvait se souvenir de détails de la nuit où ils ont affronté le Wanderer. Elle a mentionné qu'il semblait avoir des chaînes aux jambes. Curran se souvient avoir tenu Olivia dans ses bras ce jour-là et a dit qu'elle se sentait très lourde. Nick a demandé à Tiana et Curran de garder la sortie et est allé affronter Olivia. Il a commencé par lui poser des questions sur sa routine, et lorsque je l'ai interrogée sur ce qu'elle avait fait 2 nuits auparavant, elle a donné des réponses évasives. Lorsqu'on lui a demandé directement si elle était la marcheuse, Olivia a réagi violemment, elle a jeté la table en l'air et a sauté par-dessus le toit. Zem, à son tour, se souvint d'un rêve qu'il faisait fréquemment. Il y était coincé, allongé sur le sol d'une cellule, suppliant de ne pas être tué, tandis que quelqu'un le piquait avec un bâton. Je me réveillais toujours confuse, ne sachant pas si je rêvais encore ou si j'étais revenu à la réalité. C'était le reflet du traumatisme qu'il portait. Plus tard, à Redessin, les survivants se sont réunis pour discuter. Ils furent outrés par la révélation, Olivia était la vagabonde. Curran a commenté qu'il n'avait jamais vu personne bouger aussi vite. Même Kizuna a reconnu que la vitesse était identique à celle de l'adversaire auquel ils étaient confrontés. Des questions surgissaient dans leur esprit. Pourquoi Olivia a-t-elle donné des bonbons aux enfants si elle les a kidnappés la nuit? Pourquoi a-t-elle écrit sur elle-même comme si elle était quelqu'un d'autre? Pourquoi a-t-elle fait semblant d'être aventureuse, attirant ainsi l'attention sur elle? Tous ces doutes planaient dans l'air, et les survivants savaient que s'ils voulaient l'affronter, il devrait trouver un moyen de gérer sa vitesse. Pendant qu'il parlait, Red arriva, annonçant qu'une belle femme voulait les voir. En plaisantant, elle a dit que le visiteur n'était pas aussi joli qu'elle. Ils m'ont ordonné de la leur amener. Lorsque la femme est entrée, ils ont vu que c'était la mère de Rena. La fille a couru et a serré sa mère dans ses bras. Nick l'a reconnue et l'a appelée Ada. Elle, surprise, demanda si elle était si célèbre que tout le monde connaissait son nom. Les autres se tournèrent vers Nick, très curieux de savoir comment il avait rencontré Ada. Nick a expliqué que la femme devant eux n'était autre qu'Ada, la légendaire sommelière et chef du groupe d'aventure Grand Chef, une aventurière de rang A. Les autres furent impressionnés d'entendre cela et lui demandèrent si elle avait vraiment voyagé avec des groupes célèbres, comme Tief, le célèbre mangeur solitaire. Elle a confirmé, en disant que, dans sa jeunesse, elle était une collègue des voleurs dans les aventures de la légendaire équipe Platinum Peach. À l'époque, c'était juste pour le plaisir. Mais maintenant, il ne se sentait plus en forme pour cela. Elle les a remerciés d'avoir sauvé sa fille du Walker, mais a clairement indiqué qu'elle ne voulait plus s'impliquer dans cette affaire. Il a dit que Rena ne s'impliquerait pas non plus. La fille était têtue, selon elle, et elle ne savait pas d'où venait cet entêtement. Pourtant, il ne permettrait pas à sa fille de risquer sa vie sur quelque chose d'aussi dangereux. Rena, qui avait tout écouté, est intervenu. Il a dit que Z2M était désormais son maître et qu'il voulait apprendre du groupe. Il a demandé à sa mère de les convaincre, mais Z2M a refusé. Il a dit qu'il n'était pas exactement un ennemi des enfants, mais qu'il en avait la phobie. Il a révélé que lorsqu'il était prêtre, il avait été faussement accusé par une fille de l'âge de Rena, ce qui a conduit à son arrestation. Depuis, il a développé un blocage qui le faisait se figer devant les enfants. Parfois, je n'arrivais même pas à respirer correctement. Rena a compris. Il a dit que s'il la sauvait, même avec cette peur, alors il aurait un peu surmonté ce traumatisme. Z2M a répondu qu'il avait agi comme tout adulte raisonnable agirait face à un enfant en danger et que, pour lui, c'était déjà un progrès. Elle a promis de revenir quand elle aurait 15 ans. Cela a laissé la mère perplexe et elle a rapidement demandé de quoi il s'agissait et a immédiatement pensé qu'il parlait de mariage. Il a dit qu'il ne permettrait pas à Rena d'épouser un aventurier. Z2M a essayé de s'expliquer, mais Rena a continué et a dit qu'elle voulait être formée, pas mariée. Les autres ont ri, disant qu'il avait été rejeté avant même d'avoir fait une offre. Revenant aux choses sérieuses, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient découvert sur le vagabond. Ada a cependant insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas s'impliquer et leur a conseillé d'abandonner l'affaire, car c'était trop dangereux. Il a suggéré qu'ils se concentrent sur des récompenses plus simples. Elle a rappelé qu'ils avaient déjà vu le vagabond se battre et fuir et que, selon elle, ils n'étaient pas prêts à l'affronter. C'était une bataille pour les chevaliers solaires. Nick s'est levé respectueusement et les a remerciés pour leur inquiétude,
mais a déclaré qu'il n'accepterait pas d'ordre sur ce qu'il devait faire. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas simplement regarder des enfants se faire kidnapper et rester les bras croisés. Ada a ensuite expliqué qu'elle avait créé le récit du « Wanderer » pour attirer l'attention sur les cas d'enlèvement, car les chevaliers étaient trop occupés. Mais comme cela n'avait pas fonctionné, il s'était retiré. Nick lui a demandé si elle connaissait un moyen de le battre. Elle a demandé au groupe si leur chef s'inclinait toujours comme ça, et ils ont dit que c'était ce qui le rendait spécial. Convaincu, Ada décide de les aider. Il les a emmenés dans un bar, leur a servi une boisson spéciale et leur a expliqué qu'il s'agissait d'un bouillon de champignons Gloria, extrêmement rare et très cher, connu pour libérer le potentiel magique caché de celui qui le consomme. Étant donné que le vagabond utilisait une magie à grande vitesse, sautant sur les toits et trompant les sens, il aurait besoin de tous les avantages possibles. Nick a commenté qu'il n'avait aucun talent en magie, et les autres ont également présenté leurs difficultés. Ada, impatiente, les a mis au défi de ne pas abandonner si facilement. Il a donné à Curran un briquet magique, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Nick a essayé et, avec effort, a réussi à invoquer une petite flamme. Ses collègues étaient surpris. Ada a ensuite déclaré qu'il était celui qui avait le plus grand potentiel pour affronter l'ennemi. Et avec cela, elle invoqua une flamme encore plus grande et commença l'entraînement du groupe. Il a expliqué que le vagabond utilisait deux sortes d'amélioration, corps léger et corps lourd. Pour s'entraîner, il a demandé à Nick de grimper sur une corde suspendue et de sauter 10 fois. Il a réussi à atteindre le 9e saut, mais est tombé au dernier. Elle le regarda avec déception, mais poursuivit son plan. La nuit suivante, ils se sont rendus sur le lieu du dernier enlèvement. Alors qu'une jeune fille marchait seule, le vagabond est apparu. Kizuna a agi rapidement, sauvant la fille avant qu'elle ne soit emmenée. Le vagabond est tombé et le groupe s'est approché. Nick l'a interrogé, lui demandant s'il était Olivia, mais il n'a pas répondu et s'est enfui. Ils se sont réunis et ont analysé la situation. Le vagabond utilisait 3 magies combinées, l'attaque, le mouvement et l'illusion. Aucun sorcier ne pouvait utiliser les 3 en même temps, ils en ont donc conclu qu'il utilisait un artefact magique. Nick s'est rendu à la prison pour négocier avec un démon, voulant découvrir quel type d'artefact pouvait générer des illusions. Il a découvert que c'était un joyau du roi des illusions. Pour briser son charme, il fallait dire le vrai nom de la personne qui l'utilisait, avec clarté de cœur. Il est revenu et a continué à s'entraîner avec Ada. Lorsque les autres sont revenus, ils ont signalé qu'ils avaient limité leur recherche au toit qui fuyait, un modèle que le Walker semblait suivre. Cela les a ramenés à la zone de collecte des ordures. Là, ils ont demandé des nouvelles aux gardes. Il a déclaré que 2 chiots étaient morts et qu'un homme avait enterré le corps d'une fille dans un endroit réservé aux adultes. Lorsqu'ils ont essayé de vérifier le corps, ils ont réalisé qu'ils étaient surveillés. Après quelques instants, une silhouette sauta sur Nick et engagea un combat direct avec lui. Et pour se défendre, Nick a utilisé la magie de la lumière, et la femme qui l'attaquait a crié, affirmant qu'il était le marcheur lui-même. Lorsque Nick a essayé d'activer sa capacité de duplication, la femme l'a arrêté, lui faisant réaliser qu'elle utilisait également la magie d'illusion. Quand elle a prononcé le nom, Olivia, la vérité a éclaté. La femme était en fait Olivia, et elle l'accusait à son tour d'être le Walker. Ils se rendirent bientôt compte qu'ils avaient tous les deux tort. L'équipe a réprimandé Olivia pour s'être enfuie la dernière fois, comme si elle leur avait parlé, ce malentendu n'aurait pas eu lieu. Cependant, comme ils partageaient désormais le même objectif, ils décidèrent d'aller ensemble vérifier le corps de la jeune fille enterrée. Quand ils ont vu le cadavre, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange. Olivia a demandé que le corps soit déplacé et, ce faisant, ils ont trouvé un fragment du joyau royal de l'illusion. Après l'avoir brisé, le visage de la fille s'est transformé, révélant une autre identité. Zem examina ses yeux et réalisa que la fille avait été traitée pour la maladie du démon jaune. Ils retournèrent à Redessin et découvrirent que le nom de la fille était Martha. Ses parents la recherchaient, mais n'avaient pas signalé sa disparition, car elle fuguait souvent de chez elle. Or, à leur insu, ils ne savaient pas que leur fille était morte. Le groupe a décidé de remettre le corps à ses parents et de venger sa mort. Zem a été le premier à faire le lien. La seule personne dans le quartier marginal capable de traiter ou même d'identifier les symptômes de la maladie du diable jaune était Nalgava. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à observer son comportement et ses déplacements, réalisant qu'il travaillait toujours la nuit, sautant de toit en toit pour éviter d'être vu. Lors de la nuit décisive, Nick s'est approché de Nalgava et l'a confronté. Au cours du combat, il a affirmé avoir déjà compris comment Nalgava se déplaçait et se battait, mais a admis qu'il ne connaissait toujours pas la véritable raison de ses actions. Il se demandait si tout cela n'était qu'une façon de défier l'autorité, de les forcer à le capturer, car il était si méticuleux qu'il répétait toujours les mêmes mouvements, même s'il savait qu'il pouvait être attrapé. Même sous l'effet de l'illusion, Nalgava répondit que Nick avait désormais une bonne maîtrise de la magie de la lumière, bien que toujours pas au même niveau que lui. Nick l'a alors défié en l'appelant par son vrai nom. En entendant Nalgava, le joyau d'illusion qui le cachait tomba, révélant son visage. Nick a déclaré qu'il ne comprenait toujours pas le motif derrière l'enlèvement et le meurtre de jeune fille, mais qu'il voulait le savoir. Nalgava a refusé de répondre,
préférant tout résoudre par un combat direct. Nick a dit qu'il avait suffisamment appris de Zem pour affronter cette bataille. Il a commencé à l'attaquer, mais Nalgava a tout esquivé, affirmant qu'il était capable de prédire chaque coup. Nick, cependant, était également capable d'anticiper les attaques de Nalgava. Dans un geste risqué, il concentra tout son poids sur une seule jambe et asséna un coup de pied puissant, brisant le toit. Ils tombèrent tous les deux à l'intérieur d'un bâtiment où les attendaient déjà les autres membres du groupe. Kizuna bloqua rapidement la sortie par le toit, et Zem apparut, visiblement déçu. Il a dit que lorsqu'il a rencontré Nalgava parmi les gens de la favela, il l'a pris pour un prêtre honnête, quelqu'un prêt à aider. Maintenant, tout s'est avéré être une farce. Zem se demandait pourquoi il s'était abaissé à quelque chose d'aussi méprisable. Nalgava a ensuite révélé sa tragédie personnelle. Elle avait perdu sa fille à cause de la maladie du démon jaune. Zem a affirmé qu'il le savait parce qu'il avait enquêté sur son passé. Il a déclaré que dans la ville, la maladie était considérée à tort comme une infection sexuelle et associée à l'impureté. La fille de Nalgava a contracté la maladie en essayant d'aider un homme malade, entrant en contact avec son sang. Pourtant, les gens se moquaient d'elle, la qualifiant d'impure, de dépravée et la rejetaient. Malgré les efforts de son père, elle est décédée. Rongé par la culpabilité, Nalgava conclut que s'il pouvait trouver un remède, il pourrait peut-être se pardonner. Pour ce faire, il a décidé de recréer la maladie en infectant des filles qu'il avait kidnappées pour les utiliser comme cobayes dans ses expériences. Zem a déclaré qu'il avait découvert cela parce que la maladie, si elle était vraiment contagieuse, se serait propagée dans toute la favela. Mais cela ne s'est pas produit, ce qui confirme que son origine était artificielle. Même face à l'accusation, Nalgava a refusé d'admettre son erreur. Il a dit qu'il devait trouver un remède et qu'il se fichait du nombre de vies perdues au cours du processus. Zem, encore plus déçu, déclara que tous deux, même s'ils étaient d'anciens prêtres, avaient autrefois cru à la valeur et à la connaissance de la foi qu'ils professaient, et n'auraient pas dû s'égarer à ce point. Nalgava a finalement répondu froidement. Il a dit qu'il n'avait jamais été un vrai prêtre. Il a avoué qu'il n'avait obtenu ce titre qu'en convainquant un prêtre important de l'accepter comme élève. Il n'a jamais vécu une vie sainte et n'a jamais eu le moindre intérêt à suivre les préceptes de la religion. Et, avec indifférence, il conclut qu'il se souciait peu de ce que Zem pensait de lui. Nick, se défendant avec de la magie légère, voit la femme crier qu'il est le marcheur. Lorsqu'il essaie d'utiliser la technique de duplication, cela l'interrompt. Réalisant qu'ils sont impliqués dans la magie d'illusion, il prononce le nom d'Olivia, et la révélation se produit, la femme était vraiment Olivia. Ils s'accusèrent mutuellement, mais finirent par se rendre compte qu'ils avaient tort. Le groupe reproche à Olivia d'avoir fui plus tôt. Si elle avait expliqué la situation, ce désordre aurait pu être évité. Comme ils partageaient désormais le même objectif, ils décidèrent d'enquêter ensemble sur le corps de la jeune fille enterrée. Le corps semble trop parfait et Olivia demande qu'il soit déplacé. Ce faisant, ils trouvent un fragment du joyau royal de l'illusion. Quand vous le cassez, le visage de la fille change. Zem examine ses yeux et se rend compte qu'elle a été traitée pour la maladie du démon jaune. De retour à l'auberge de Red, il découvre que le nom de la fille était Martha. Ses parents la recherchaient, mais n'avaient pas signalé sa disparition, car elle était connue pour fuguer fréquemment. Le groupe décide de remettre le corps à ses parents et de demander justice pour sa mort. Zem relit rapidement les faits. La seule personne possiblement responsable de cette situation serait Nalgava. Il était le seul dans le quartier capable de traiter la maladie et de manipuler les illusions avec une telle précision. Il décide de surveiller sa routine et de lui tendre un piège. Lors de la nuit décisive, Nick le confronte et remet en question ses motivations. Malgré les preuves, Nick ne comprend toujours pas pourquoi quelqu'un continuerait à commettre le même acte criminel encore et encore. Nalgava, sous couvert d'illusion, ou les progrès de Nick en matière de magie légère, même si elle se considère toujours supérieure. Nick le défie, prononce son vrai nom avec conviction et la gemme d'illusion se désintègre, révélant le visage du véritable coupable. Nalgava demande ce que veut Nick, et il répond qu'il ne comprend toujours pas la véritable raison derrière les crimes. Nalgava propose un combat, et ainsi les deux commencent à s'affronter et pendant le combat, Nick concentre son poids sur un seul pied et donne un coup de pied qui brise le toit, les faisant tomber dans une pièce où le reste du groupe les attendait déjà. Kizuna bloque le trou dans le plafond et Zem s'approche, désillusionné. Zem dit qu'il croyait avoir trouvé un prêtre vrai et juste. Mais maintenant, tout cela s'avère être une erreur. Nalgava avoue alors son passé. Sa fille est décédée après avoir contracté la maladie du diable jaune alors qu'elle tentait de sauver une personne malade. Les préjugés des gens l'ont amené à être humilié et rejeté, ce qui a conduit Nalgava au désespoir. Il a délibérément créé la maladie et l'a propagée parmi des filles innocentes, les utilisant comme cobayes pour trouver un remède. Zem affirme avoir découvert cela parce que la maladie ne s'est pas propagée comme on pourrait s'y attendre lors d'une véritable épidémie, prouvant ainsi que son origine était artificielle. Même face à cela, Nalgava refuse de reconnaître ses erreurs. Il justifie tout comme faisant partie d'une quête de rédemption, avec peu d'égard pour les vies perdues. Zem, déçu, dit qu'ils étaient tous deux prêtres et croyaient en la foi. Nalgava révèle froidement qu'il n'a jamais été un véritable prêtre,
il n'a obtenu ce titre qu'en trompant un prêtre influent et n'a jamais suivi les préceptes qu'il prétendait prêcher. Il affirme que chacun a des cartes cachées, des parties de lui-même qu'il garde privées. Chacun d'eux représente un poids. Il dit que Zem porte aussi des lettres, et il ne peut pas le nier. Zem, à son tour, rétorque que les enfants tués par Nalgava n'étaient pas anonymes. Rappelez-vous combien les parents de Martha ont pleuré, lui montrant clairement qu'elle était aimée et que sa mort avait eu un réel impact. Soudain, Kizuna ressent une présence et prévient le groupe par télépathie. Un homme fait irruption par la porte et tue Nalgava d'un coup de foudre. C'est un individu masqué, portant des vêtements anciens et un masque blanc. Olivia entre dans la pièce et le reconnaît, le masque blanc. Le tueur dit qu'il est venu achever Nalgava pour 2 raisons. Le premier, pour l'utilisation abusive du joyau de l'illusion, et le second, pour avoir permis aux enfants de découvrir des vérités qu'ils n'auraient pas dû découvrir. Zem tente de soigner Nalgava, mais il est jeté par l'envahisseur, qui l'avertit de conserver sa magie, car bientôt tout le monde là-bas mourra aussi. Le groupe tente de réagir, mais ses attaques sont facilement neutralisées. Zem, ignorant les blessés, insiste pour soigner Nalgava, ce qui le conduit à l'accuser d'égoïsme. Il dit que Zem pense qu'il est gentil, mais son insistance met le groupe en danger. Nick contacte ensuite Zem par télépathie, lui demandant d'utiliser la technique de l'union. Zem hésite, incertain. Nick prévient qu'Olivia approche et qu'elle va distraire l'ennemi. Olivia arrive, se moquant de White Mask, énumérant ses pouvoirs et le qualifiant de vestige de l'âge des dieux. Il dit que la connaissance tue, et elle répond que la beauté ne doit pas mourir non plus. Elle parvient à blesser le masque, même si elle sait qu'il est magique. Zem active enfin la technique de l'union avec Nick. Ensemble, ils créent une ancienne lame magique qui choque l'ennemi. Lui, surpris, reconnaît l'arme perdue depuis des lustres. Pour se défendre, il emprisonne Olivia dans une prison magique. Nick se retrouve déchiré entre la sauver et affronter son adversaire. Il opte pour la stratégie, distrayant l'ennemi avec sa vitesse, tandis qu'Olivia s'échappe et l'attaque par derrière. Nick le surpasse par sa rapidité, et lorsque l'ennemi croit l'avoir capturé, il tombe dans son piège. Il reçoit le coup d'épée, mais survit. Reconnaissant sa défaite, il lance une bombe fumigène et s'enfuit. Après s'être évanoui, les membres de l'équipe se réveillent et découvrent Nalgava en train de mourir. Ils tentent de le sauver, mais Olivia les prévient qu'il est trop tard. Il confirme, dit qu'il est en train de mourir et que le bâtiment est sur le point de s'effondrer. Zem se rend compte qu'il a également contracté la maladie du démon jaune, mais il n'a pas le temps de faire son deuil. Il quitte les lieux, soulagé d'être en vie. Mais Olivia les prévient que le danger n'est pas terminé. White Mask est toujours en vie et tant qu'il possède de la magie, tout le monde est en danger. Lorsqu'on l'interroge sur qui elle est vraiment, elle se présente, écrivaine, aventurière, la véritable Wanderer et membre du programme de combat anti-démons de classe élémentaire, l'épée de guerre. Après avoir vaincu le supposé Wanderer, les survivants passent des jours à se reposer. Pas d'aventure, pas de mission. Juste du silence et du temps pour réfléchir. Avec des pensées confuses et un corps fatigué, Nick se lève enfin, se dirige vers sa bibliothèque, prend sa première épée et se souvient du passé. Il se souvient du jour où il est arrivé dans la cité du labyrinthe, encore un garçon. Il était dans une calèche avec son père au volant et sa mère à ses côtés. Il demanda à son père où ils allaient, et il répondit qu'il retournait au labyrinthe. Nick se souvenait de l'oncle Argus, de la façon dont il lui tapotait toujours la tête. Il a demandé s'il le referait. Mais avant qu'il puisse recevoir une réponse, un groupe de bandits est apparu sur la route et l'attaque a commencé. Nick tente de sortir du chariot pour comprendre ce qui se passe, mais sa mère le cache dans un compartiment isolé, lui disant de ne sortir de là sous aucun prétexte et lui réaffirmant combien il l'aime. Il reste caché alors qu'il entend les cris et les luttes de ses parents. Au milieu du chaos, il entend le nom d'Argus, qui tente apparemment de les protéger. À la fin, ses parents meurent. Un bandit entre dans le chariot à la recherche de quelque chose de valeur, et après avoir volé quelques pièces, trouve le tambour où se cache Nick. Quand on l'ouvre, le garçon n'est plus là. Nick s'était échappé par la porte latérale, essayant de se sauver, mais il s'est retrouvé face à face avec un autre homme. Le bandit s'approche pour l'attaquer, mais un troisième homme apparaît et l'élimine avant que quelque chose de pire ne se produise. Cet homme s'excuse et se révèle être Argus, le même dont ses parents ont parlé. Il travaille au ministère de la guerre et décide d'apprendre à Nick à se battre. Après un entraînement, Nick devient un aventurier et part pour sa première mission à l'Aqueduc Collant, l'endroit où, selon Argus, tous les aventuriers commencent leur voyage. Il apprend qu'il est important de faire confiance à ses coéquipiers, mais qu'il doit également être prudent. Dans l'une des conversations, Argus lui donne une épée, qui se brise lors du premier combat contre un monstre. Nick commence à se demander pourquoi il a choisi cette voie. Voulait-il être plus fort, ou bien avez-vous simplement souhaité avoir pu protéger vos parents ce jour-là? Finalement, Nick est expulsé du ministère. Et des années plus tard, il se réveille avec des pensées pleines de questions sans réponse. Quand vous ouvrez la fenêtre, vous entendez quelqu'un fredonner. Il reconnut la mélodie, c'était la même que celle qu'Agathe chantait. Dehors,
Elle se tient sous la pluie, ignorant que c'est sa maison. Il décide de profiter de ce moment pour lui rendre le parapluie qu'elle lui a prêté le jour de leur rencontre. Elle le reconnaît, mais ne connaît pas encore son nom. Il dit simplement qu'il est le « chien perdu ». Agathe commente qu'à cette époque, il pensait être sans abri. Maintenant, il est heureux de savoir qu'il a un endroit où il appartient. Pendant ce temps, Zem travaille dans un quartier pauvre. Il soigne un homme aux côtes cassées, qui se réjouit d'avoir parié que Zem était responsable de la mort de Nalgava, croyant qu'il voulait prendre le pouvoir. Zem conseille à l'homme de ne pas parier dans son état. Après le départ du patient, Zem se rend compte que, malgré tous les crimes de Nalgava, il ne peut pas le haïr. Il travaille là pour garder sa mémoire vivante, non pas parce qu'il aime ce qu'il fait, mais à cause d'un sens du devoir qu'il essaie encore lui-même de comprendre. Tiana se réveille plongée dans ses pensées sur sa vie. Vous ne détestez pas votre routine actuelle, mais vous ne l'aimez pas non plus. Il va aux courses de chevaux et parie occasionnellement, comme une façon de se souvenir de la vie qu'il a eue. Vous gagnez et vous perdez, et à la fin, vous avez l'impression de simplement maintenir un équilibre. Elle va manger et, quand elle goûte la soupe, elle pense que Curran l'aimerait. Les survivants se retrouvent à nouveau. Curran arrive en dernier et les salue. Tout le monde semble distrait, portant ses propres préoccupations intérieures, même après tant de victoires. Kizuna remarque l'ourlet sale de la robe de Zem et se rend vite compte qu'il travaille toujours dans le quartier pauvre. Elle l'interroge et il se souvient de la règle numéro 1 des survivants, ne pas interférer avec les souhaits des autres. Kizuna accepte cela et dit que s'il veut rester là-bas, elle sera sa protectrice. Zem vous remercie. Pendant la réunion, Curran demande si tout le monde a mangé. Tiana dit qu'elle a fumé et Zem mentionne avoir mangé à la taverne. Curran décide d'aller chercher quelque chose à manger et, en marchant, il se demande si les autres ont oublié les traumatismes qui les ont réunis. Elle n'a certainement pas oublié. Elle se souvient de son ancienne équipe, dirigée par Kallio, en qui elle avait confiance jusqu'à ce qu'elle soit trahie. Ils lui ont volé son joyau du roi dragon, un objet inestimable, étant donné qu'elle est la fille du chef du clan Dragonquin. Même avec les moments heureux qu'elle vit actuellement, la perte la ronge encore. Lorsqu'elle arrive au marché, elle voit le même marchand qui a essayé de la tromper à son arrivée en ville. Maintenant, il accuse une fille du clan du tigre d'avoir griffé un pendentif avec ses griffes et la force à l'acheter. Curran intervient, démasque le truc et reconnaît l'homme. La fille s'enfuit, mais Curran retrouve ses compagnons peu de temps après. Il l'invite au festival du sommeil d'été, une célébration des jours où les monstres restent calmes. Elle demande s'il y aura de la nourriture, et quand elle reçoit une réponse affirmative, elle décide de partir avec eux. En marchant, elle réfléchit à sa mission de dragonienne, trouver le héros et l'aider à sauver le monde. Elle sait que ses véritables origines sont importantes, mais elle se sent perdue sans son bijou. Soudain, Olivia apparaît, jetant des papiers en l'air avec le nouveau numéro de son magazine. Elle lance une copie à Tiana, disant qu'elle a des nouvelles importantes, mais qu'elle ne le lui dira pas tant qu'elles ne seront pas excitées. Kizuna, excitée, supplie d'écouter. Tiana lit à haute voix, le légendaire dieu démon noir est sur le point de se réveiller. Personne n'y croit tout de suite, car Olivia est connue pour répandre des rumeurs. Mais cette fois, elle prétend avoir un témoin et affirme que White Mask est impliqué. Nick demande à en savoir plus, mais elle dit qu'elle n'a que des fragments. Cependant, il connaît une boutique sur le marché qui vend des artefacts comme le joyau de l'illusion. Curran demande ensuite si la boutique aurait le joyau du roi dragon. Elle admet qu'elle n'a toujours pas surmonté le passé et qu'elle veut récupérer ce qu'elle a perdu. Tiana dit que si elle ne peut pas oublier, alors elle devrait poursuivre cet objectif. Olivia ajoute que là où il y a une chaîne d'hommes maléfiques, il y a toujours un maillon plus grand, et pour le trouver, ils doivent suivre la piste des maillons inférieurs. Le groupe accepte de l'aider, ne laissant pas le choix à Nick. Après avoir pris leur décision, ils regardent le feu d'artifice de célébration, mettant ainsi fin à un autre chapitre du voyage des survivants.